Top sur Top, le podcast du peuple du ping français. Salut à toutes et à tous, vous êtes bien dans Top sur Top, votre podcast de débat sur l'actu professionnelle pongiste hebdomadaire. Et comme de coutume, je suis aujourd'hui accompagné de Damien Laterne. Salut Damien. Hello Noah, salut à tous. Et bien ouais, en tout cas, beau début d'année 2026 avec déjà un Champions et on va bien le débriefer ensemble. Un Champions et un Star Contender, les deux à Doha qui a commencé aujourd'hui, Star Contender. Donc malheureusement aujourd'hui, Foucault Simonin est absent, mais reviendra évidemment dès la semaine prochaine. Tout d'abord, déjà, je voudrais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à l'interview de Félix Lebrun qu'on a sorti la semaine dernière, mardi dernier. Donc encore une fois, merci à tous. On cumule aujourd'hui plus de 1000 écoutes, donc sur toutes les plateformes en comptant YouTube, Spotify, Apple, Deezer, etc. Donc voilà, je voulais vous remercier en début d'épisode et puis vous dire encore une fois que c'est que le début et que c'est vraiment un très bon début pour un premier épisode en général, hors interview, hors Félix Lebrun, un premier épisode qu'on sort sur toutes les plateformes. Donc pour aujourd'hui, on va avoir trois thèmes, Damien. Enfin, trois thèmes. On va commencer par évoquer le Champions de Doha qui s'est déroulé la semaine dernière, donc le premier tournoi WTT de l'année, qui se déroulait d'ailleurs en même temps qu'un feeder dont on a peu parlé, parce que c'est un feeder qui joue en Inde, avec énormément de joueurs indiens. Je pense qu'il y avait au moins, j'ai regardé un peu la liste, il devait y avoir 85% d'Indiens et de Coréens. C'est dingue, je sais pas pourquoi des Coréens en plus des Indiens chez les Asiatiques. Puis après, forcément, on va évoquer la diffusion de l'équipe sur ce champion, j'ai envie de dire plutôt la diffusion du bouquet de chaînes de l'équipe avec leur chaîne annexe, les chaînes live, ainsi que la chaîne principale sur la 21, parce que c'était leur première diffusion, le premier tournoi WTT comme on l'a dit en 2026. Et puis on va terminer par le retour de notre rubrique sous-classé, surclassé. Et donc on évaluera 3 joueurs qui ont performé ou sous-performé sur ce Champions de Doha. Donc Damien, on va forcément commencer par parler de ce Champions de Doha qui a marqué notre seconde semaine de 2026. On avait hâte que ça reprenne, mais en même temps les joueurs ont eu très peu de répit entre la fin de leur saison 2025, ou plutôt le milieu de leur saison 2025 au niveau continental. On sait que par exemple Alexis et Félix ont eu à peine 20 jours de repos donc c'était leur match de Ligue des Champions, leur 8e retour de Ligue des Champions et le retour d'une Champions de Doha. Donc ils ont vraiment eu très peu de temps de repos, mais ce Champions de Doha nous a quand même montré que les joueurs se sont bien conservés, ont eu un très bon niveau de jeu. Malgré tout, ce qui a entaché donc cette compétition, c'est qu'il y avait pas mal de petits pépins physiques, de petites blessures par-ci par-là, notamment Lin Chidong ou Hong Mengyu. Mais ce Champions de Doha, au final, a sacré Lin Yunyu pour sa seconde victoire en Champions et Zhu Yuling pour sa première victoire dans cette compétition et sa seconde victoire sur un tournoi WTT après l'US Match depuis son retour de blessure, de son retour après avoir combattu un cancer. Donc Damien, forcément, première compète de l'année, elle nous montre pas mal de tendances. Est-ce que tu pourrais nous donner, toi, tes 2-3 tendances que tu as vues et que tu penses qu'ils vont se confirmer sur la fin de saison et sur la globalité de la saison 2026 ? Des tendances, c'est déjà un Champions aussitôt fait que automatiquement on a quand même l'impression que la césure des années entre 2025 et 2026 elle est pas énorme, hein. Vraiment, pour être honnête, j'étais un peu dans la dynamique de 2025 personnellement en regardant le tournoi. Ma deuxième tendance, je dirais, c'est que le revers est pas mort, parce qu'on a quand même Zhu Yuling et Lin Yunyu qui sont quand même un petit peu les fer de lance, on va dire, hein, du quasi tout revers, même si Lin Yunyu, je trouve, a montré des certitudes aussi en coup droit, et physiquement, je le trouvais beaucoup plus tonique que sur la fin de saison. Je pense que aussi, lui, il a pu avoir un petit peu de repos, et ça lui faire un petit peu du bien quand même. Donc voilà, et puis la troisième tendance, je dirais, c'est pas une tendance, c'est plutôt encore un chapeau à Zhu Yuling, encore, hein, parce que après ce qu'elle a traversé, après les difficultés, le cancer, etc., revenir à ce niveau-là, être top 6 mondial et encore battre des joueuses comme Chen Qingtong, ça montre à quel point c'est un symbole pour tout le monde, quoi. Donc très clairement, chapeau à elle et énorme tournoi, parce que elle a eu Ying Han en demi, c'est Chen Qingtong, donc c'est deux joueuses quand même radicalement différentes. Faut évoluer, faut adapter. Mais voilà, en tout cas, c'était mes trois remarques du tournoi de Doha. Donc avant de donner les miennes, je vais réagir, forcément vu qu'on est que deux aujourd'hui aux tiennes. Forcément sur le revers, bien sûr qu'il est pas mort. Quand je regarde ne serait-ce que les quarts de finale côté homme, on a 5 à 6 joueurs qui sont à dominance revers. Je
te les cite rapidement, Lin Chidong, Yang Jin-kun, Félix, Tomokazu Harimoto, Lin Yunyu, et si on compte Matsushima, parce qu'il y a quand même un énorme coup droit, donc ça fait 5-6. Donc évidemment que c'est un compartiment du jeu qui est loin d'être mort. Maintenant sur le circuit féminin, on sait que c'est encore plus utilisé que du côté masculin. Et puis tu parlais de Zhu Yuling. Zhu Yuling, oui, encore une perf exceptionnelle. Moi, je suis un peu, on va reprendre une expression qui est d'actualité aujourd'hui, mais je suis un peu monté dans le train Zhu Yuling au moment de l'US Smash quand j'ai appris tout ça, parce que j'étais pas forcément au fait. Puis l'US Smash, quand j'ai vraiment regardé toute la compète du début à la fin, que je l'ai vu jouer chaque match, tout ça, en faisant quelques belles perfs, je crois qu'il y a le Bakwaiman à l'US Smash, à la fin elle le remporte face à Chani qui avait aussi fait un beau parcours. Moi vraiment c'est une joueuse que j'apprécie. Pourtant j'apprécie pas vraiment son style de jeu, mais dans ce qu'elle dégage, elle a une certaine aura en plus, parce elle est très calme à la table, elle s'énerve peu, elle a l'air toujours positive, et donc vraiment moi c'est une joueuse dont j'apprécie la personnalité, même si je l'ai jamais rencontrée évidemment, j'ai jamais discuté avec elle, mais c'est une joueuse qui émane en tout cas une bonne aura, quelque chose qui est, je sais pas comment dire, mais qui émane de la bienveillance, de la gentillesse, une positivité, et forcément c'est toujours agréable quand elle remporte une compétition et on voit qu'elle y met du cœur, quoi. Et donc ta deuxième tendance, tu m'avais dit? Ah, pardon, excuse-moi, j'ai pas entendu. Ta deuxième tendance, ouais, entre le revers et Zhu Yuling, excuse-moi. Tout simplement, il n'y a pas vraiment de césure. Ouais, c'était plutôt sur un aspect, un peu de césure entre les années, parce que c'est vrai que là, très clairement, on vient à peine de sortir des WTT Finals, il y a eu les rencontres par équipe, la Ligue des Champions, il y a eu les fêtes, et puis là, hop, là, un Champions qui arrive d'un seul coup, où il y a certes eu l'absence de Sunicha et Wang Chushin, mais il y avait quasiment tout le monde, donc très clairement, on a l'impression que ça y est, on s'est déjà recommencé. Donc oui, c'est clair que est-ce que moi, je n'appellerais pas ça des tendances pour 2026 de mon côté. Je dirais que globalement, il y a des joueurs qui ont plutôt bien appréhendé ces périodes-là, et d'autres, on en parlera peut-être, à l'image de Truls, à l'image d'Hugo, qui était un petit peu plus en difficulté, ou chez les filles, Wang Magnon, on en parlera aussi. C'était quand même la grosse surprise du tournoi, cette élimination contre Ying'an. Donc très clairement, je pense pas que ça sera vraiment les tendances de l'année. Je vois mal Yundu gagner tous les Champions ou gagner tous les matchs, et y compris pour Zhu Yuling. Après, ça peut peut-être dire aussi que c'est peut-être leur année, encore une fois. Je vais pas, mais encore une fois, c'est qu'un tournoi parmi plein dans l'année. Donc, à vrai dire, attendons de voir. Mais c'était intéressant quand même d'avoir ce premier tournoi, même si j'aurais personnellement aimé peut-être qu'il arrive un peu plus tard pour au moins avoir une vraie césure. Moi, tu vois, ce qui m'avait plu l'année dernière, c'est qu'on avait commencé justement sur ce sujet-là par, si je dis pas de bêtises, un star contender à Doha, donc comme celui qu'on a là actuellement, mais donc qui devait être un peu plus tôt dans l'année, justement au moment du Champions qu'on a eu la semaine dernière, et juste après, donc la semaine qui a suivi, en fait, ils étaient décalés d'une semaine en arrière, le contender de Mascate. Et moi, je trouvais que c'était un bon enchaînement pour commencer la saison. On voyait des joueurs forcément qui sont moins en vue sur le circuit, qui se déplacent moins, qui font moins de compétitions WTT. C'était un peu plus rafraîchissant, tu vois, pour commencer l'année. Alors que là, on repart avec les mêmes, les gros joueurs, les plaques tournantes, ceux qu'on voit à chaque tournoi, qu'on connaît par cœur. Alors que, tu vois, même si forcément on les connaît bien, mais voir un Vincent Picard, un Alexis Kouraichi dès le premier tournoi, et commencer l'année comme ça, je donne 2 noms au hasard, mais même du côté des autres nations, tu vois, même on voit je crois que l'année dernière à Doha, je dis peut-être une bêtise, mais voir un style Haruna, tu vois, un Haruna qui progresse plus, parce que là c'est globalement sur un Champions Haruna maintenant c'est un tour et puis s'en va, ou deux s'il a un bon tirage ou qu'il est en forme, tu vois. Donc voir des joueurs comme ça, même qui sont dans le bas du top 30 ou entre le top 30 et le top 50, qui arrivent à passer des tours, et puis en fait les voir progresser dans le tournoi, les voir jouer tout simplement. Je trouve que c'est une bonne chose en fait en début de saison, et puis comme ça tu laisses peut-être un peu plus de répit à ceux qui jouent tous les tournois et qui, quand ils les jouent, vont jusqu'au dernier tour ou jusqu'à l'avant-dernier jour. Donc comme tu dis, pour moi ça aurait été bien qu'il y ait une pause un peu plus longue, et que ça puisse aussi nous permettre, tu vois, en tant qu'observateurs ou tout simplement d'amateurs de ping, de pouvoir recharger nos batteries entre guillemets mentales, pongistes.
tu vas retourner analyser le même joueur, le même match qu'on a eu il y a 2-3 semaines. Regarde, Félix Arimoto, même si on va moins le compter comme un match, en l'espace de moins d'un mois, on a eu 3 Félix Arimoto. Un à la Coupe du Monde, Oui. remporté. Parce que même si c'est un match en 3-7 sec, finalement Félix a remporté 3-0. Un aux finals et un là à Doha. Donc ça fait un peu beaucoup et tu vois, on a envie de se dire, là les gars, c'est l'opportunité, l'occasion de faire une pause. On peut la faire maintenant, surtout qu'on sait qu'il y a des périodes, tu vois, sur avril-mai, ou avril-mai entre mai et juillet où il n'y a plus trop de champions. Est-ce qu'on pourrait pas prendre 1 ou 2 semaines sur cette pause-là et la mettre en début de saison, comme ça les joueurs, ça leur laisse un peu reprendre leur souffle, nous aussi, surtout qu'en été, on sait que t'as une grosse tournée en été, t'as l'enchaînement US Match, Champions de Yokohama, Europe Smash, après tout de suite on enchaîne avec le China Smash, Macao avant, enfin voilà, je vais pas faire tout le calendrier, après il y a les championnats continentaux. Donc, vraiment, pour moi, le début de saison, il faudrait qu'ils prennent plus de temps pour les laisser souffler. Parce que là, les compètes par équipe propre, ce soir, je crois qu'on a Montpellier-Caen au jour, parce que là on enregistre mardi soir. Je crois que c'est Montpellier-Caen en Pro A. En tout cas, il y a déjà des compètes par équipe. Dimanche, ça par contre j'en suis sûr, c'est Saint-Denis contre Linz, donc match qui va être de la plus haute importance pour la qualification de Saint-Denis en quart de Ligue des Champions. Donc voilà, ça s'arrête jamais. Et justement là, il faudrait que le circuit international, la WTT, permette aux joueurs, surtout aux mieux classés, de pouvoir faire leur pause en début d'année chaque année pour moi. Oui, complètement. Complètement, surtout que après, on va aussi dire aux auditeurs, on n'est pas non plus, on est réaliste aussi sur les ambitions aussi d'un promoteur, d'une fédération internationale. On sait que d'une certaine manière, on voulait aussi démarrer avec un gros tournoi dans l'année pour mettre, pour les télés, pour n'importe, enfin, en tout cas pour les fans de ping, tout de suite rentrer dans l'année avec tout de suite des gros joueurs, des grosses joueuses pour amener une forme de hype sur la saison, et aussi parce que on est dans un créneau où au niveau sport, peut-être qu'il y avait un petit peu de la place. Il y avait, en tout cas, au niveau tennis, il y a aussi le début de la saison, mais on est pour l'instant sur des petits tournois. Bref. Je pense qu'il y a aussi eu des intérêts marketing. Il y a eu aussi des intérêts de regrouper Doha sur le 2 semaines avec le Champions et Star Contender. Est-ce que si on avait inversé, par exemple, le Star Contender et le Champions, est-ce que, par exemple, on aurait eu une aussi belle start list, entre guillemets, une aussi belle liste de joueurs au Star Contender puis aux Champions? Voilà, c'est des choix qui ont été faits. Je suis pas pour ma part le spécialiste de ces questions-là, mais je pense qu'il y avait eu aussi une réflexion de la part de la WTT sur ce qui était peut-être pertinent, les dates aussi à laisser pour les joueurs qui ont par exemple qui sont encore en club. Il n'y a pas qu'Hugo Calderano entre guillemets, tout le monde n'est pas Hugo Calderano à faire uniquement le circuit désormais. Il y en a beaucoup qui sont en club. On a interviewé Félix il n'y a pas longtemps, il est énormément impliqué pour Montpellier. Bref, beaucoup de joueurs ont des clubs, ont des saisons, on va dire, ont plusieurs saisons dans la saison. Donc, très clairement, il y a aussi des choix à faire. Et bon, après, on va parler du tournoi plus précisément, mais c'est vrai que c'était un peu ma remarque parce que, on est en 2026, il y a déjà un Champions. Ouais, et puis comme tu le disais, forcément, sur le fait qu'on a le Star Contender qui s'enchaîne dans le même pays, dans la même ville et même dans la même salle que Champions, moi j'étais un peu réticent. Franchement, j'aime pas trop en général dans les sports, peu importe le sport, qu'on ait 2 événements qui s'enchaînent dans la même ville, tu vois. Surtout dans les sports comme ça où tu peux avoir ce genre d'événement, donc quand t'es en tennis, badminton. Ça rappelle le Covid aussi. Voilà. Et puis sur les sports indiv. Donc j'aime pas trop ce truc-là. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'au moins là, j'ai trouvé qu'on avait des bonnes caméras pour la session de qualification. Et puis la salle est belle en général. Donc même si il y a peu de supporters, comme aux Champions, on sait que sur les Star Contenders, quoi qu'il arrive, il y a très peu de supporters. Tu vois. Bon, à part parce que de toute façon les Star Contenders, il y en a peu en Asie. Donc en fait, la grande majorité, il y a peu de supporters parce qu'à part en Europe et encore, il n'y en a pas tant que ça, et sur celui au Brésil, il n'y a pas de supporters. Oui, aussi. Pour moi, comme de toute façon, on part du principe qu'on n'aura pas beaucoup de supporters, autant que ça se fasse dans une belle salle
qui a été construite, ou en tout cas qui est utilisée pour le coup, pour un Champions auparavant. Tu vois. Donc moi je trouve que sur ce point-là, c'était pas une mauvaise chose de faire jouer, de se faire disputer le Champions, puis le Star Contender à la suite dans la même salle. Mais oui, complètement d'accord. Même si on doit être honnête sur cette Champions, t'avais l'impression enfin, si on enlevait le petit synthé WTT, les points à Galané et on va dire l'importance, les arbitres, on aurait pu croire que c'était sparring, des sparring devant 10 personnes qui assistent aux entraînements. On va quand même être honnête. Bon, voilà. Après, on sait, il y aura aussi d'autres pays. Il n'y a pas qu'au Qatar où il y aura moins de monde. Hein, voilà. Donc d'une certaine manière, en plus, ça a rajouté un peu l'aspect, bon, c'est le premier Champions, mais sur Twitter, il y avait quand même pas mal eu de références et j'étais un peu d'accord avec eux. Il y a eu beaucoup de références en disant, waouh, pour un premier tournoi de la saison, faut s'accrocher parce que là, on sort quand même d'un gros bloc depuis plusieurs mois, les WTT Finals, et là, on revient sur un Champions où bon, bah là, on est devant 10 personnes. Je pense qu'au club Pongis-Chapelan, samedi, dans notre club, il y avait beaucoup plus de monde qu'à Doha pour les finales. Donc, c'est ce qui en soi. Sur les derniers jours, il y avait pas mal de Chinois quand même. Mais oui, un peu. C'est scénario partout, en fait. Ouais. Oh, oui, bien sûr. Globalement, c'est Europe, Asie, Brésil. Oui. Si tu veux des supporters. Oui, exact. Mais c'est clair, comme tu dis, en fait, on était sur une grosse séquence avec des tournois en Europe, ou des tournois continentaux, ou des tournois en Asie. Avec, on a eu Macao, China Smash et les Finals et les 2 Champions à Francfort et Montpellier. Et ouais, du coup, on a perdu l'habitude, tout simplement. Pour moi, c'est juste une question d'habitude, parce que là, on va revenir sur un petit train-train quotidien avec 2 supporters, enfin moins de supporters que d'arbitres sur les premiers tours. Et voilà, on prend l'habitude, hein, t'inquiète pas. Mais donc moi, mes tendances, c'est la première, pour moi, le ping en 2026, en tout cas le classement masculin sera très serré. Surtout, le top 10 et le top 15 seront très homogènes. Pour moi, on va avoir un top 15, hormis Wang Chuqin, qui pourrait survoler et vraiment de la tête et des épaules. Pour moi, on va avoir un top 15 très homogène et qui va être vraiment très indécis avec des mouvements toutes les semaines. Et ma deuxième tendance, c'est déjà ça c'est pas une tendance, c'est un fait, un constat. On n'a plus de Big Five chinois côté féminin parce ça faisait quand même longtemps qu'on avait Sun Yingxia, Wang Mengyu, Chen Xingtong, Kua Man et Wang Yidi. Dans l'ordre, bon, les 2 premières, je crois, dans le mémoire, et puis les 3 dernières qui intervertissaient, qui alternaient un peu sur ces derniers mois. Et puis Kua Man qui était 7 mondial en avril, donc ça fait quand même, ça doit faire quand même 7-6 mois qu'il a été dans ce Big Five. Donc on est vraiment un Big Five chinois. Et puis là, Zhou Yuning est venu shipper la place de 5e. Donc on n'a plus de Big Five chinois. Ça c'est important. Et je pense que va y avoir aussi pas mal de mouvements sur le top 10 féminin, mais vraiment au niveau top 15 masculin. Comme je te l'ai dit tout à l'heure en off, pour moi, on va avoir le top 15 qu'on a actuellement, moins Darko Jorgic et An Ye-yoon et Xiong Peng, auquel on pourra rajouter Yang Woo-jin, Lin Yunyu qu'on est sorti. Attends, je regarde ça. Non, on pourra rajouter Yang Woo-jin, Togami et soit Francisca, soit Simon, et ça fera notre top 5. Parce que Francisca, je le sens bien, il fait un bon match contre Félix. Il faut pas oublier qu'il a été pair cette année. Yang Woo-jin, exceptionnel, et puis il est quand même sur une belle série depuis juillet dernier, fin juillet début août dernier. Et Togami pareil, moi je trouve qu'il fait une très belle saison 2025 et puis il repart sur de bonnes bases, même si là c'était un peu compliqué, mais en tout cas il a fait une très bonne fin de saison 2025 et pareil, même si là on dit que c'est un peu compliqué, il a facilement dominé Assar. Et après, il perd contre Yang Woo-jin, qui est la surprise peut-être de ce champion. Donc, oui, la surprise. Ouais. Donc pour moi, tu vois, vraiment, ça va être un top 15, très homogène, vraiment. Ça va être indécis sur un bon nombre de matchs à partir des 8e de finale, voire même des 16e sur certains tournois. Et j'ai peur, vraiment très peur que Wang Chuqin survole ce top 15, comme je t'ai dit. Et ma deuxième inquiétude, et donc la troisième tendance qui pour moi se dessine grâce à ce champion, c'est est-ce qu'on va pas avoir une belle ribambelle de blessures tout au long de l'année, que Wang Chuqin et Sun Yingxia sont pas présents en partie
parce que déjà ils soufflent beaucoup, ils soufflent plus que les autres, comme ils ont une belle marge d'avance sur le second au classement mondial, mais aussi parce qu'ils s'étaient blessés en finals, ça a l'air d'être des blessures mineures, mais Lin Chidong avait un strap, on sait qu'un strap ça peut être pour pas grand chose, mais Wang Mengyu semblait aussi diminuer, voire même bien blessé lors de sa confrontation face à Ying Han. Donc quand on sait que ça concerne les numéros 1 et 2 mondiaux, que ce soit côté masculin ou côté féminin, moi j'ai très peur pour ça. Franchement, je suis vraiment inquiet et bon, on aurait un top donc 16, enfin un top 14, je veux dire, très homogène côté masculin, mais sans Wong Chushin, même s'il écraserait pas la concurrence s'il était absent forcément, ça ferait bizarre et ce serait dommage de pas avoir ce mastodonte qui soit pas là. Après, il y a aussi, comme on disait, le cas du calendrier. Alors, je suis un tout petit peu moins. Je partage en partie ton analyse. Je reste quand même un petit peu sur ma réserve en disant que c'est le premier gros tournoi de la saison, qu'il faut rester, on va dire, observateur. Je dis toujours que les premiers mois, il faut rester observateur. Par contre, sur l'idée des blessures, je suis assez d'accord. Parce que, en fait, au-delà du strap ou pas strap, etc., parce que, encore une fois, c'est des fois des petites alertes. Nous tous, même pas des athlètes de haut niveau, on peut avoir de temps en temps avoir des douleurs et qui disparaissent ou quoi que ce soit. Mais par exemple, sur Wang Mengyu, là où je suis inquiet, c'est que face à Ying Han, j'avais vraiment l'impression qu'elle était en grosse difficulté sur les balles hautes, mais pas forcément d'un point de vue technique, mais sur un point de vue motricité physique. Et ça, c'est plus... Ouais, sur la retenue, il y avait quand même beaucoup de balles en fait où elle loupait complètement la table. Il y avait pas forcément, c'était pas forcément un problème technique, c'était vraiment un problème. J'avais l'impression que elle essayait au maximum d'écourter les échanges et face à Ying Han, c'est plutôt au contraire plutôt la patience qui prime. On l'a vu avec Zhu Yuling qui a été un peu plus maître de son match parce que tout simplement, elle a un tout petit peu moins laissé respirer Ying Han tout en étant capable quand elle est en mode défensif loin de la table d'attendre la bonne balle pour vraiment mettre beaucoup de puissance. Là, on avait l'impression que même si elle était coupée à mort, elle voulait quand même essayer de faire le point. Je me dis quand même, Wang Mengyu, c'est quand même une joueuse qui bon, voilà, on va plus la représenter, qui en plus peut être une joueuse qui est idéale face à ces types de profils parce qu'elle est tellement puissante aujourd'hui sur le circuit. C'est une joueuse qui est capable, même à 3-4 mètres de la table, d'envoyer des missiles nucléaires. Donc, non, très clairement, j'étais un petit peu surpris. Et même voir tous ces straps arriver, même sur Lin Chidong, c'est quand même un athlète jeune. Donc c'est vrai que je me dis, oula, en plus sur la partie genou. Enfin bref, faut espérer que ça soit juste la période et que peut-être il y a eu un bloc d'entraînement et qu'on préfère pas prendre de risques pour certains athlètes. Mais c'est vrai qu'on le dit toujours, les saisons ping, elles sont en continu. Il y a quasiment pas de pause et des fois il y a des moments où il faut jouer avec la forme du moment. Ah, mais tu vois, moi j'alerte sur ces 4 joueurs-là parce qu'en plus, c'est des joueurs qui sont forcément vraiment sous les feux des projecteurs parce que c'est les numéros 1 et 2 mondiaux. Mais moi j'ai peur que ça arrive à plus de joueurs et que, à cause du rythme effréné et des cadences WTT continentales et nationales, comme je l'ai dit en début d'épisode, ça se complique. Et moi j'ai pas envie qu'on se retrouve comme au tennis ou sur certaines compètes comme on a eu des Wimbledon, mais enfin on a eu pas mal de tournois cette année en tennis. Même si moi je suis pas le plus grand suiveur de tennis sur Terre, où je voyais les hécatombes en termes de blessés, ça fait vraiment peur. Et j'ai pas envie qu'on arrive dans la même situation qu'au tennis, tu vois. Et oui, après, oui. Pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Non, oui, après, là où je veux nuancer, c'est que ce qui se passe aussi au tennis, on est un peu sur une réglementation un petit peu différente, comme la WTT a mis en place des règlements un tout petit peu plus permissifs, et je pense que c'était une bonne chose. On en avait parlé notamment avec Félix durant l'interview, mais c'était globalement des décisions plutôt cohérentes. Peut-être il y aura encore besoin de voir plus, mais aussi il y a d'autres questions là-dessus. Mais oui, après avoir sur cette problématique-là au fil du temps. Mais c'est vrai que c'est toujours en début de saison une inquiétude et on veut avoir les meilleurs joueurs présents dans les grands tournois. On veut entre guillemets avoir le meilleur d'eux-mêmes, tout simplement parce que c'est ce qu'ils veulent, gagner les compétitions, donc être le meilleur possible. Donc c'est vrai que si on joue un tournoi en n'étant pas à 100%, à l'image du Liang Jingkun Lin Chidong par exemple, qui était un match pourtant que j'aimais beaucoup sur le papier, à la fin c'était un petit peu un match. Certes, Lin Chidong le gagne, mais j'avais pas l'impression de voir la même intensité que d'autres matchs entre les deux où
j'avais l'impression d'un match vraiment de début de saison où bon, on était encore un petit peu sur la retenue sur pas mal de schémas de jeu. Bref, on va voir, mais il y a eu quand même des bons matchs à Doha. On en parlera peut-être si tu veux, mais Non, mais j'exagère, mais ça fait un peu bataille d'estropiés, quoi, ce match. Non, mais et au vu des cadences, je l'ai déjà dit, on l'a déjà tous dit sur les épisodes précédents, mais à cause des cadences dont on a parlé, Yang Jin-kun, je ne sais pas quand est-ce qu'il va se rétablir. Est-ce qu'il est remis d'aplomb là? Est-ce que tout va bien? Moi, franchement, je me le demande. Ses problèmes, c'était quand un peu après les championnats du monde, vers l'US Smash, tout ça? ouais. Même l'US Smash, si on reprend au plus proche, dont je me souvienne, parce que je crois qu'il revient à ce moment-là. L'US Smash, c'est début juillet. Ça fait quand même, ça fait quoi? Ça fait 6 mois. Ça fait une demi-année que le gars est convalescent, qui revient, qui se reblesse à moitié. On sait pas ce qui se passe. Et enfin, il y a un lien entre la baisse de ses performances et sa blessure quand même. Et moi, tu vois, et c'est ça qui fait peur aussi. C'est qu'en fait, tu te dis, bon, ok, c'est peut-être juste des petites blessures, juste un strap, juste une petite gêne pour Hong Mengyu, le strap pour Lin Chidong, une entorse pour Wang Chushin, non, c'était Sun Yingxia l'entorse, un petit problème au dos pour Wang Chushin. Oui, bien sûr, c'est peut-être juste des petits pépins physiques. Maintenant, s'ils n'arrivent pas à se remettre d'aplomb, à se remettre sur pied, qui font comme Yang Jin-kun, et que 6 mois après, ils enchaînent encore contre-perf sur contre-perf, c'est là qu'on va perdre en niveau, qu'on va baisser en niveau, qu'on va avoir des matchs de moins bonne qualité, tu vois. Et c'est ça qui me fait un peu peur. Quand moi je vois le niveau de Yang Jin-kun, même si c'était pas mon joueur préféré, de le voir à ce niveau-là et autant contrer, moi ça me fait pas plaisir non plus. On verra bien là-dessus. Moi, j'ai pas d'autres vraiment avis là-dessus. On verra bien sur le long terme. Et donc au niveau de l'homogénéité d'un potentiel top 15, comme j'ai évoqué, ou de la bataille pour les places, on va dire 3 à 10 au niveau féminin. Allez, 3 à 6. 3 à 6. Ouais, 3 à 6. Parce que... 3 à 7. Ouais, qu'on englobe Miwa, Chen Xingtong, Wang Yidi, Kwaiman et Zhou Yuling. Oui, bah l'image du match Miwa Arimoto Chen Xingtong, ça s'est joué vraiment à rien du tout. Miwa a posé des problèmes, notamment sur la diagonale revers, comme souvent, et Chen Xingtong a réussi de temps en temps à trouver la ligne en coup droit. Donc c'est vrai que, mais ça restait quand même deux joueuses qui avaient leur force et qu'ils ont pu le mettre en exécution. Donc ouais, non, on a quand même deux premières sur le papier quand elles sont à 100% qui sont pour moi intouchables. Après, oui, c'est clair qu'entre 3e et 7e, 6e, 7e, oui, on est sur des joueuses qui vont s'affronter régulièrement et qui vont à chaque fois un petit peu déterminer celles qui essaieront de faire mal aux deux reines du ping. Donc ouais, à voir, on va dire, pour cela. Sur les hommes, par contre, je vais revenir sur les hommes, là où je suis un tout petit peu moins en accord, c'est que je pense quand même que je sens quand même, alors après, moi je dirais plus qu'il y a quand même encore deux joueurs quand même, je trouve, qui sont assez au-dessus, Wang Shuqin et Chindong, et après derrière c'est un peu selon les match-up, etc., mais globalement il y a quand même aussi entre Hugo quand il est vraiment à son meilleur, Trolls, Harimoto, Félix, Yang Jin-kun s'il retrouve un dos. Enfin bon, il y a beaucoup de si dans ce que je dis, mais je pense quand même que un top 15 homogène, je pense pas personnellement, parce que, à vrai dire, j'ai quand même vraiment cette impression, notamment en voyant le tournoi de Félix, que quand il a joué Q-Deng et Patrick Francisca, il y avait quand même une sacrée solidité de la part de Félix, et il y avait quand même des choses très très fortes dans son tournoi, malgré l'élimination. Donc je pense que oui, entre 3e et 8e, il y a une forte densité. Après, derrière, je trouve quand même, malgré le très bon tournoi de Yang Jin, qu'on descend un petit peu en qualité. Mais bon, après, sur un tournoi, toujours pareil, hein, on a toujours des joueurs qui sont capables, comme Yang Jin, quand il a un revers qui est capable de tenir le choc. Pour le coup, en revers, il m'a surpris sur ce tournoi. Après, derrière, quand il prend les pivots, c'est un des meilleurs joueurs au monde là-dessus. Donc, ouais. Bon. Mais est-ce que ça sera son niveau toute la saison? Ça, j'en ai quand même des doutes. Ah, tu doutes vraiment sur Yang Jin? Parce que pour moi, j'ai voulu englober plus de joueurs en disant un top 15 homogène, mais une des tendances que moi je sens venir, c'est Lin Yunyu et Yang Jin vont être deux des hommes
vraiment à suivre sur cette saison, voir des hommes tout court de la saison en fait. Que moi, Lee Nyun-Yu, il m'a terriblement déçu en 2025. De son côté, Yang Woo-jin, il m'a pas déçu, c'est juste que on l'a vu que sur la fin de saison et j'avais envie d'en voir plus, tu vois. Et là, on les voit dès le début impliqués, l'un comme l'autre, parce que c'est surtout Lee Nyun-Yu qui avait quelques entre guillemets petits problèmes de rigueur. Et là, de le voir comme ça, je me dis que s'il a cette motivation-là, en plus au vu des points qu'il a engrangés, il n'y a pas énormément de grosses perfs, et on sait que si je dis pas de bêtises, les points des Champions et des Smash ont été augmentés. Enfin, je dis pas de bêtises, oui, c'est ça, les points des Champions et des Smash ont été augmentés pour cette saison. Donc c'est possible qu'il engrange vraiment énormément de points sur ce début de saison s'il est à ce niveau-là. Et pareil pour Yang Woo-jin. Moi, Yang Woo-jin, ses perfs, c'est simple, c'est globalement sur la fin d'année. Et sinon, ouais, c'est sur, ouais, il a pas fait énormément de perfs et tu vois celle-là, c'est de loin sa première et c'est pareil que Lee Nyun-Yu, ça vole pas très haut le reste derrière dans les 8 qui comptent pour le classement. Il a pas fait énormément de compétition en fait l'année dernière. Donc là, moi je pense que Yang Woo-jin comme Lee Nyun-Yu, si on les voit tous les deux à leur max sans blessure, ça va être deux hommes forts de notre saison et il va falloir les suivre de très près. Et peut-être que, pour moi, Yang Woo-jin, ça rend facile top 10. Facile. Ok. Non ? Ok, moi, je suis un tout petit peu moins haut sur Yang Woo-jin. Je suis un peu moins haut sur Yang Woo-jin. Par contre, sur Lee Nyun-Yu, j'ai toujours été très haut sur lui et je pense que cette année 2025 elle a été pourrie par ses blessures, par ses gènes, etc. Enfin en fin de saison, notamment à la Coupe du Monde mix, il y a eu pas mal d'infos venant qui disaient que vraiment il se plaignait un peu de partout, du genou, du coude, etc. Bon bref, c'était vraiment pas un Lee Nyun-Yu à 100%, alors que au WTT, je me rappelle sa victoire au WTT Francfort quand il bat Malong, c'est un joueur qui est extraordinaire dans le sens où il flippe sur toute la table, il est exceptionnel sur le petit jeu. Pour un gaucher, il a, en revers, quand il reverse sur toute la table, il quitte pas l'entrée, enfin en tout cas le proche, il est très proche de la table, pardon, et vraiment il t'asphyxie complètement. C'est vraiment un joueur qui est extrêmement complet tactiquement et techniquement surtout. Donc c'est clair que Lee Nyun-Yu, je l'attends beaucoup plus haut parce que c'est vrai que l'année 2025 il est passé un petit peu en mode un peu Casper dans le milieu, pour reprendre une autre émission, mais voilà, un peu Casper, mais alors que en réalité c'est un joueur du niveau de Félix, c'est un joueur du niveau de Caderano, c'est un joueur du niveau d'Arimoto. C'est un gars qui est de ce niveau-là, et je pense que le Champions de Doha, et j'espère, sera son niveau qui sera toute la saison, et peut-être qu'il en gagnera même pas qu'un de Champions à ce niveau-là. C'est ça qui est assez fou, ce qu'il produit contre Matsushima, même la résistance à Arimoto en demi. C'est un joueur, pour moi, c'est un joueur lock top 8, et en fait, ce top 8, on l'a déjà, en fait, avec Nyun-Yu. Et pour moi, c'est vraiment ça que j'attends de lui, c'est qu'à Doha, ça soit son niveau, parce que c'est le sien, et c'est celui qui a battu des joueurs de qualité comme Malong, par exemple, la légende. Voilà, donc c'est ce qu'on espère de Lee Nyun-Yu, parce que un 8e homme dans cette mirade de top joueurs, nous on attend que ça, on attend des gros affrontements. Ouais, comme ça, pourtant, on aurait nos quarts potentiels, on se régalerait, on aurait nos petits matchs à partir des 16e ou des 32e, tout dépend si c'est un champion ou un smash, mais on saurait quand même qu'on aura 2 gros quarts directs, enfin 4 gros quarts, 2 gros quarts, 4 gros quarts, avec donc toute cette tripotée de joueurs là sur les gros tournois, ouais, ça peut être cool. Mais Yang Woo-jin, j'ai regardé quand même plus de 2 mois d'absence entre les championnats du monde et Yokohama. En plus, il y avait un match entre les deux avec lui, je crois qu'il s'est blessé. Donc pour moi, une blessure, ça tronque toujours un peu ta saison. Donc sans blessure, on en a déjà parlé, mais sans blessure pour tout le reste du top du ping mondial, on pourra avoir une très belle saison, parce qu'on sait que donc on a eu lui qui s'est blessé, Lee Nyun-Yu t'a dit qu'il y a eu des petits pépins, qu'est-ce que je voulais parler, évidemment Alexis qui a eu des petites blessures, on a Patrick qui a pas été blessé mais qui a eu un enfant. Donc toutes nos félicitations, mais malheureusement aussi, il y a un petit côté négatif, c'est qu'il a eu
un petit moment d'absence pendant la saison. Donc voilà, s'il n'y a aucune absence, je pense qu'on aura vraiment aucune absence et aucune blessure, même si bon, c'est un peu utopique. On aura une très belle saison qui va se profiler en 2026. Ah, ça, je suis d'accord. Par contre, ça, je suis d'accord. Et puis, Yang Woo-jin, c'est quand même quelqu'un qui a été monstrueux dans les catégories jeunes, qui est quand même régulier, quand même top 20, top 30 depuis très longtemps maintenant. Voilà. Encore une fois, je vais pas descendre en flèche Yang Woo-jin. C'est un top joueur. C'est un des coups droits les plus puissants du plateau. Oui, on est en tournoi. Et puis même, techniquement, c'est un joueur côté coup droit qui sait tout faire. Au revers, c'est un tout petit peu plus compliqué. C'est pas un grand flip, c'est pas un grand joueur de flip, c'est pas un joueur qui est capable de démarrer en revers comme les tops du circuit. Mais bon, quand il met en place ses schémas de jeu et qu'il finit par un pivot, on s'incline et on essaye de le déboulonner de cette place-là. Donc non, oui. Après, c'est dans ces petits défauts techniques où je suis un peu moins au-dessus. Enfin, peut-être top 10. Encore une fois, je suis un peu d'accord avec ça. On sait tous qu'il y a des petits défauts en revers. Maintenant, même s'il faut réitérer l'exploit, tu vois, et le faire sur plusieurs matchs, et que le faire seulement contre un match de battre Lin Chidong, bon, c'est super, hein, mais évidemment, mais je vais pas dire que ça n'a pas grand intérêt, mais il faut savoir le faire sur toute la saison, de garder ce niveau-là. Mais on a vu que même contre un joueur à dominance revers, il a réussi à ne pas se faire enfermer, justement, dans ce côté revers, à aller chercher son coup droit en pivot, même à aller causer quelques problèmes à Lin Chidong en revers. Donc c'est pour ça que moi j'ai confiance en Yang Woo-jin sur la saison 2026. Hein. Oui, bien sûr. Mais c'est un top joueur. Encore une fois, on parle quand même de l'élite. Donc oui, top joueur. En tout cas, moi j'aime bien Yang Woo-jin. Hein. Je trouve à chaque fois ces matchs-là, je trouve que c'est toujours assez fun. C'est un joueur fun. Donc s'il est au plus haut il est, mieux on se porte. Et pourtant, tu vois, moi je sais que t'aimes beaucoup Oh Jung-sung et Han Ye-yoon, mais pour moi, Yang Woo-jin sera de loin le meilleur coréen sur 2026. C'est sûrement le meilleur coréen à l'heure actuelle. Mais c'est sûrement le meilleur coréen. Ça par contre, même objectivement, c'est le meilleur coréen. Quand tout est aligné, c'est le joueur qui a le plus de force. Mais voilà. Après, encore une fois, il faut que tout soit aligné. Mais quand tout est aligné, c'est un joueur qui est niveau top 10. Oui. Donc avant de passer à notre avis sur la diffusion de l'équipe sur cette première compétition de l'année, est-ce que tu veux dire un dernier mot sur un joueur en particulier ou sur un match qu'on a pu voir et qui t'a marqué sur ce tournoi? Je dirais pas un match, je dirais globalement la prestation, on va dire, compliquée de nos bleus dans ce premier Champions. On va dire quand même l'élimination au premier tour, même si bon, c'est contre un Mookjin qui fait un top tournoi. Il y a quand même le premier set, les deux premiers sets, c'était compliqué pour Alexis. Et ce qui est dommage, c'est qu'on avait l'impression qu'au quatrième, il avait trouvé des solutions et pour qu'au finalement au cinquième, on retombe un petit peu dans les travers. Donc c'était compliqué pour Alexis. Jianan qui perd contre Pokanova, ça aussi c'était un petit peu décevant. Et puis bon, Félix, ça peut-être lui tombe sur Tomokazu. Donc c'était en tout cas sur son poste, il avait l'air quand même un petit peu déçu. Il attendait plus de ce premier Champions. Je suis content de l'ambition. Content de l'ambition, mais le niveau de jeu, il est là. Ouais, exactement. Le niveau de jeu, il est là. Moi, j'ai été, à part le premier set, j'ai aimé tout ce qui est resté du match face à Francisca, face à Kyudeng. Kyudeng n'a pas existé. Et puis, un petit mot sur Pritika aussi, parce que c'est une joueuse que j'aime beaucoup, mais en même temps, il y a des choses, en fait, face à Wong Manu, où je me dis que il y a des moments extrêmement puissants chez elle, et je continue à le penser. C'est une joueuse qui est capable de faire beaucoup de choses, beaucoup des coups puissants, vraiment capable de trouver des angles, vu qu'elle est gauchère, elle est capable de trouver des angles quand elle est en coup droit, et franchement face à Wang Manu, j'ai été impressionné parce que il fallait trouver ces angles-là, parce qu'on sait qu'en puissance ça allait être compliqué face à Wang Manu, et puis j'ai trouvé très tonique aussi physiquement, notamment loin de sa table, en revers, en coup droit, elle était bien, mais j'attends encore chez Pritika le tournoi ou les matchs où tout est aligné. Là aussi, il y a quand même une grosse variation de niveau même entre les sets, dans les sets, il y a une variation de niveau et c'est frustrant parce que dans ces variations de niveau, il y a quand même des choses vraiment très très bonnes, et je me dis plus gauchère, donc elle peut trouver des zones, des angles qui sont quand même différentes, et sur le circuit ça peut être quand même très intéressant. Et ce qu'elle a proposé sur le deuxième set contre Manu, je me dis waouh, c'est du très haut niveau. C'est très sauf c'est très solide, sauf que par moment, il y a des petits moments, il y a des détachements, et on sent qu'elle a besoin encore d'être rassurée, elle a besoin encore de... Voilà, il y a peut-être des choses encore à optimiser, mais comme je disais par rapport à Pritika,
Peut-être que sa meilleure version, elle n'est pas encore maintenant, elle sera plus tard. Mais sur ce match face à Montmagnou, ça caractérise bien, je trouve, les points forts et on sent pourquoi c'est un talent en Pritika et en même temps aussi ses fragilités. On parle aussi face à l'une des reines du ping, mais je trouve que c'est un match qui caractérisait bien la dualité, on va dire, de Pritika dans ce qu'elle est capable de faire et dans les défauts qu'il y a. Mais moi, tu vois, je pense qu'aussi le match de Pritika, il montre qu'il lui faut ce tournoi à référence. Alors peut-être qu'avec le tournoi de référence, elle battra pas Montmagnou, hein, évidemment. Non. Je demande pas à ce qu'elle batte Montmagnou à tous les matchs. Et même battre Montmagnou une fois, ce serait déjà un bel exploit pour plein de joueuses en général. Hein. Mais je pense que ce qui lui manque, et c'est ce qui est très compliqué, en fait, justement de pouvoir aligner technique, tactique, enfin surtout technique, tactique et physique avec le mental. Quand tu sais que c'est toujours bon mentalement et même en général de pouvoir avoir ce tournoi référence pour te faire passer un cap, quand tu vois que devant toi t'as toute cette armada de chinoises et de japonaises qui te bloquent la route constamment, tu vois. Donc pour débloquer ce cap mental, et on sait que la globalité des sportifs en fait en général ont besoin d'un tournoi référence dans n'importe quel sport, et là quand tu sais que ça va être très compliqué, il te manque une partie de ton aspect mental pour être optimal, c'est sûr que ça va être compliqué même pour deux joueuses que Pritika. Mais donc pour moi il faudrait vraiment ce tournoi référence qui lui permettrait d'avoir un vrai bon niveau d'avoir un vrai bon niveau d'atteindre son potentiel maximum, en tout cas à l'heure actuelle et au moment à l'instant T où elle jouera, parce que là pour moi elle pourrait peut-être être plus haute si elle avait déjà eu son tournoi de référence, et elle sera sûrement, et peut-être qu'en plus tu vois elle progressera, peut-être que dans 3 mois imaginons, si elle gagne un champion ou maintenant un star contender avec un plateau assez relevé, elle aura progressé depuis aujourd'hui, à ce moment-là elle aura progressé, et en plus elle montera en niveau grâce au cap qu'elle aura passé avec le tournoi de référence. Et puis aussi t'as pas parlé du fait que t'as pas parlé, si tu l'as un peu évoqué, mais pour moi Pritika a un revers qui est beaucoup trop sous-estimé, un coup droit qui est beaucoup trop sous-estimé et sous-estimé par elle-même, parce que je sais pas si tu te souviens quand à Montpellier l'EMU montrait les cartes FUT là qu'il avait faites pour les joueurs et joueuses de l'équipe de France, je crois qu'il lui avait mis une note genre 75, quelque chose comme ça. Bon, j'ai plus la note exacte évidemment, mais elle, je crois qu'elle répond, je mérite 56 en coup droit. 56. Bien sûr, faut pas s'attarder, c'est qu'un détail, évidemment. Je préfère qu'on parle du Pritika ou Montmagnou que de sa note sur la carte FUT de l'EMU. Enfin, évidemment, c'est qu'un détail, c'est pas le plus important. Mais là, la dévalorisation en coup droit, elle est beaucoup trop énorme pour moi. Pour moi, Pritika, c'est le coup droit. Pour moi, elle a un très bon coup droit, voire un énorme coup droit, et qui est beaucoup trop sous-estimé et qu'elle sous-estime elle-même et qu'elle participe en quelque sorte à sous-estimer. Tu vois ? Oui, complètement. Surtout qu'un coup droit, on ne demande pas nécessairement de frapper en puissance, même si bien sûr ça aide toujours de frapper en puissance, etc. En tout cas, dans ma définition même d'un joueur ou d'une joueuse gauchère, c'est pas nécessairement artiller en coup droit tel bon Choukine à envoyer des sauces et hop, au revoir, merci. Mais c'est aussi trouver des angles. Et il y a eu des angles quand même trouvés face à Montmagnou qui étaient assez forts, quoi. Alors, oui, peut-être qu'elle sent qu'elle est encore pas en confiance et que elle a besoin encore d'être au milieu de la table sur le revers parce qu'elle se sent plus en confiance. Mais il y a des bonnes séquences. Alors après, on n'est pas dans les entraînements, on n'est pas dans les sparring, on n'est pas dans les paniers de balles. Il y a peut-être aussi encore un blocage vers quelque chose. On n'est pas à la place des athlètes et surtout, ça reste des athlètes de très très haut niveau. On est encore là-dessus. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a encore des choses à exploiter, et c'est pour ça que je disais il y a en même temps de l'excitation et de la frustration à la fois, parce que on aimerait que tout soit mis en place pour que vraiment sur un Star Contender ou même en tout cas sur un tournoi, elle ressent l'idée qu'elle est capable de faire beaucoup de choses et que un jour peut-être taper les top 15, top 10 mondial, c'est peut-être possible. Voilà. Donc encore une fois, c'est pas sur le match de Montmagnou, c'est sur un global. En fait, à partir de ce match-là, je me dis il y a des moments puissants, mais il y a aussi des moments où j'ai l'impression qu'il n'y a pas tout en place encore. Mais encore une fois, c'est une carrière, c'est long. Pardon. Et donc il faut toujours attendre. Ouais, voilà, le tournoi des clics. Je suis largement d'accord avec toi. Et tu vois, forcément,
à échelle totalement différente. Un tournoi comme a fait Jianan à Skopje, même si on sait qu'elles n'ont pas le même âge, donc Jianan, le déblocage mental et le déclic, elle l'a déjà eu, ou peut-être qu'elle l'a pas eu ou pas totalement eu, je sais pas si, mais en tout cas, c'est pas ce dont je veux parler. Je veux parler seulement, je veux pas parler de mental sur Jianan ou de technique ou quoi que ce soit. Je veux pas forcément évoquer Jianan, je voulais parler d'un tournoi en particulier. Tu vois ce qu'elle fait à Skopje, en battant en premier tour Fuyu, après Kolberg, après Satsuki Odo, Shizuniao, qui devait être top 13 à ce moment-là, et en finale Fansiki. Si Pritika fait ce genre de tournoi, même donc pas forcément sur un Smash ou un Champion, si elle réalise ce genre de tournoi en enchaînant ces 5 matchs, pour moi, elle aura son tournoi référence, elle aura emmagasiné de la confiance, techniquement, elle aura des acquis, des choses sur lesquelles s'appuyer, et donc elle saura, au-delà de j'ai un bon revers, j'ai un bon coup droit, j'ai un bon service, tout ce que tu veux, elle saura que ça aura marché contre des top joueuses mondiales. Et pour moi, c'est ce type-là de tournoi, ce type-là de parcours, parce que bien sûr, je m'en souviens parce que c'est Jianan, mais au-delà de Jianan, au niveau du parcours, des joueuses qu'elle a affrontées, pour moi, si Pritika fait ce parcours prochainement, il y aura un vrai déblocage, un vrai déclic, et qui pourra vraiment apporter pour moi quelque chose de nouveau en fait dans le jeu de Pritika, dans ses performances, et peut-être lui faire grimper quelques places au classement mondial. Entièrement d'accord, et j'ai pas précisé aussi pour Simon aussi l'élimination au premier tour contre Takar qui était assez surprenante, mais en même temps assez surprenante, mais aussi face à un joueur proche de la table qui oblige Simon à être loin, et face à un joueur qui là vraiment était visiblement dans le meilleur ping en tout cas de son moment comme Takar. On voit à quel point aussi faut jamais, c'est pas le cas de Simon, mais en tout cas de nous, en tout cas public, jamais sous-estimer quand même la qualité des joueurs du top 30, top 50, qui en plus peuvent être sur le papier des ce qu'on appelle des match-up pas forcément idéal pour un Simon Gauzy. Faut faire attention, et on a vu Takar faire un incroyable match, et Simon, pour le premier de Champion, c'est un tournoi de reprise un petit peu compliqué, mais là encore une fois, c'est qu'un tournoi. Une saison, elle se juge sur les 12 mois qui vont suivre. Et puis en plus, Takar, il était en forme, c'est ce que je regardais, il a eu 3 balles de belle contre Morgard, il le pousse vraiment dans ses retranchements. Ouais. Et Takar, comme tu as dit, faut pas le sous-estimer, parce qu'en plus, c'est pas un joueur qui est sur le continent océanien, ni un joueur qui est sur le continent américain, donc il n'y a pas de points des tournois continentaux. On rappelle qu'il est indien, donc les tournois continentaux, il les joue contre les Lin Chidong, Wang Shuxin et toute la ribambelle de joueurs chinois et japonais et tout ce que tu veux, coréens, qui lui font la vie dure. Donc non, c'est un joueur à vraiment pas sous-estimer, c'est juste qu'on le voit pas non plus énormément sur le circuit mondial, mais c'est un très bon joueur qui n'a pas forcément un style, je dirais pas académique, mais un style moderne plutôt, et on a trop tendance à l'oublier, mais Simon a fait les frais du jeu de Takar, et ça arrive qu'il fasse ses petites perfs, le jeune Takar, et j'espère, enfin le jeune Takar pour toi, le petit Takar, et j'espère qu'il refera une perf pour le match de Ligue des Champions j'allais dire de jeudi, mais surtout pour le match de Ligue des Champions, pour la potentielle demi ou la potentielle finale. Parce que jeudi, on va pas dire que c'est fait, mais il y a que Poukar qui est vraiment dangereux en face. Oui. Ça, que j'aime beaucoup. Oui. Mais donc, un beau match Poukar contre sûrement Alexis ou Félix, voire les deux. Oui. Si Manav ou si c'est Antoine Achard qui est aligné et qui perd son troisième match, ou si Félix le perd, ou Alexis sur le premier match, mais bon. Voilà, normalement ça devrait passer. Voilà. Donc j'espère que Takar fera un bon match sur la demi ou la finale. Donc si t'as tout dit, et parce que moi aussi j'ai tout dit, on peut passer à notre petit débrief du premier tournoi diffusé par l'équipe. Je te laisse commencer, parce que moi je vais être assez dur, honnêtement. Ah, honnêtement j'en attendais rien. Donc au moins j'étais ni déçu ni non, mais j'en attendais rien dans le sens où moi ce que je recherche c'est du pâteuse. Donc, ce que je recherchais c'est d'abord ces possibilités de regarder le ping. Effectivement, via les canaux live, on pouvait les voir. Ça, là-dessus, aucun problème. Sur les commentaires, etc., peut-être, ça sera peut-être plus ta partie. Moi, je suis pas forcément vraiment pas au fait, mais pas trop envie d'en parler dans le sens où c'est que le premier tournoi. Mais sinon, j'ai pu avoir accès au match. Visiblement, il n'y a pas eu de soucis. Donc, bref, c'est une bonne première.
surtout qu'il y avait quand même beaucoup de doutes, et moi je le partageais parce qu'il y a eu quand même diverses diffusions, notamment via les championnats d'Europe par équipe. Et c'est pas que nous qui avons c'est pas que nous qui sommes plaints. Il y a eu aussi même des joueurs qui trouvaient un peu la stratégie de l'équipe un peu étonnante. Dont Simon. Bref, bon, il y a pas. Moi, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, pour être très honnête. J'ai pu voir les finales, j'ai pu voir les matchs. Après, bon, pareil, on est aussi lié aux objectifs d'une chaîne qui ont plusieurs bouquets sportifs, qui diffusent actuellement l'un de leurs événements de l'année qui est le Dakar, avec aussi les sports d'hiver, etc. Donc ça c'est des choses que moi je ne maîtrise pas, donc je sonnerai pas. Moi, la seule petite déception que j'avais, c'est que la côté sympa, et j'espère qu'ils pourront le mettre en place, le côté sympa qu'il y avait à RMC Sport, c'était, bon, il y avait à boire à manger, mais c'était ce lien avec le public, avec le chat, et c'est vrai que j'étais d'accord avec Ruben Perla sur cette question. C'était quelque chose qui manquait, parce que bon, il y a pas tout le temps des grands matchs où il y a pas tout le temps, il y a des séquences où il y a les pauses de joueurs, etc. sur l'équipe live. Et c'est toujours intéressant de faire intervenir les consultants via des questions de gens qui font du tennis de table ou qui souhaitent faire du tennis de table, sur des questions d'équipement, sur des questions aussi de jeu. Et pour le coup, en plus, avec Laura Pfeiffer et Tristan Flore, il y avait quand même de la qualité au micro, en tout cas dans le raisonnement ping et dans la connaissance ping. Donc non, ouais, très clairement, bon, j'ai pas d'avis là-dessus parce que j'en attendais pas. C'était pas le Messi, ou au contraire, j'en attendais pas pour les défoncer. J'étais juste là à voir le ping et voir si les diffusions étaient correctes. Et sur ce point-là, j'ai pas de problématique, à part ce que j'ai dit par rapport peut-être aussi à garder une certaine communauté, parce que pour le coup, ce qui avait été bien chez RMC Sport, c'était justement ça. Alors, justement, je vais commencer par le chat, parce que mon avis va être long, donc n'hésite pas à me couper, évidemment, si tu veux pas de souci, intervenir par rapport à ce que je dis, parce que sinon, ça va être un long monologue. Donc, par rapport au chat, c'est vrai que ça manque un peu d'interactivité, et on le voit sur quelques pauses, tu vois, comme tu le disais, entre deux matchs, ou même, ça arrive, sur des temps morts qui s'éternisent un peu, on a de longs blancs qui sont pas comblés. Et moi, ça me pose un problème, tu vois. Et c'est que pour moi, tu dois être obligé, en fait, t'obliger limite à pouvoir animer ces périodes de flottement, de battement entre deux matchs, tu vois. Et le chat le permettait, en posant des questions sur tel joueur ou sur un tel équipement, comme tu as dit, par rapport à un joueur ou par rapport à soi-même, parce qu'il y a forcément, surtout qu'il y en avait. Avec le chat, il y en a qui parlaient de leur propre match, de ce qu'ils faisaient eux-mêmes, tu vois, de leur entre guillemets, de leur petite carrière à leur échelle, tu vois. Mais aussi, on pouvait parler de Lin Yunyu pendant entre un match de Wang Mengyu et Satsuki Odo et un match de Lin Shidong et Chong Peng, tu vois. Enfin, je te dis 4 noms au hasard, mais ça permettait d'ouvrir un débat et de pas rester seulement à deux à discuter. Et surtout qu'on sait que le ping, ça va très vite, mais il y a aussi pas non plus des milliards de choses à analyser, tu vois. Donc on peut pas rester à disserter pendant 10 minutes sur un match, tu vois. Pour moi, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai en partie décidé de faire un podcast et que je voulais proposer à toi Foucault et Pierrick, parce que pour moi le format podcast est intéressant dans le sens où je trouve ça plus logique de revenir une semaine, à la fin de la semaine ou toutes les semaines en tout cas, à rythme hebdomadaire sur ce qui s'est passé la semaine passée, plutôt que de revenir match après match sur le match, tu vois. Même si on peut faire des débriefs tactiques comme tu fais tout ça, on peut pas faire 1 heure ou même 3/4 d'heure ou instaurer un vrai débat sur un match. Et c'est pour ça que l'interactivité avec le chat, pour moi, elle est intéressante. Maintenant, c'est pas l'ADN de l'équipe, mais on savait aussi que c'était pas l'ADN de France Télé. Et ils l'ont fait pendant les Jeux 2024, et ils l'ont réitéré, ils l'ont renouvelé pendant Roland Garros 2025. Tu vois. Donc, faut aussi comprendre qu'il faut parfois sortir faut pas sortir de son identité, mais parfois on peut se créer une nouvelle identité et surtout sortir de sa zone de confort et comprendre qu'il y a certaines choses qui peuvent aussi être bénéfiques pour le groupe, qui peuvent aussi plaire à la communauté et qui pourront aussi plaire tout simplement aux consultants et aux commentateurs. Parce que qui dit que les commentateurs n'aimeraient pas finalement être confrontés à l'avis du chat, mais quand je dis confronter, c'est pas forcément de manière négative, c'est aussi de pouvoir débattre avec les gens du chat, tu vois. Qu'il y en ait un qui lui dise ah non, moi j'aime pas tel joueur, j'aime pas cette manière de jouer ou je sais pas quoi, et en fait qu'ils puissent discuter, tu vois. Point positif, comme tu l'as dit, tous les matchs ont été diffusés
et j'espère que ce sera le cas parce que ils ont parfois des dizaines de canaux live, enfin une dizaine de canaux live ou un peu moins qui sont en activité en même temps avec toutes les compétitions qu'ils diffusent. Qu'en plus ils ont des abonnements partagés, des offres qu'ils font maintenant avec Eurosport, Ligue 1+, etc. Ils ont parfois une dizaine de canaux live qui sont activés. Donc si par exemple sur un Star Contender comme on l'a actuellement, ils peuvent nous mettre les 4 tables en même temps, ce serait pas de refus et même je pense que ce serait normal. Maintenant, ce qui est bien, oui, un autre point positif, comme ils diffusent pas les qualifs du Star Contender qui se déroule actuellement, je l'ai vu aujourd'hui, j'étais agréablement surpris, ils diffusent pas et au moins ils ont géoblocage. un accord avec la WTT pour qu'on puisse quand même y avoir accès sur le YouTube de la WTT. Ce qui n'a pas été fait avec le TTU sur le top 16 2025, sur le top 16 2025 en début d'année, donc le top 16 de l'année dernière, sur les qualifs. Je me souviens que j'avais pas pu voir les qualifs, j'étais un peu déçu. Voilà, ça c'était pour globalement les points positifs. Non, autre point positif, faut que je recherche le nom 2 secondes. Le commentateur, pas Benoît Cosset, parce que ça viendra après dans les points négatifs. Attention. Tanguy Le Sévillier. Voilà, exactement. Tanguy Le Sevillier. Je voulais pas me tromper quand même. Parce que ça fout mal de se tromper sur un prénom ou un nom. J'aime pas. Donc Tanguy Le Sevillier, moi je trouve en fait que c'est un journaliste, mais surtout dans le rôle de commentaire qui a beaucoup à apprendre encore au niveau du ping, mais c'est pas un problème en fait. L'équipe commence seulement à diffuser du ping en masse, ne diffuse pas seulement 2 rencontres de Ligue des Champions et les compétitions européennes au niveau entre nations et les championnats de France. Et donc là il va commencer vraiment à regarder plus de matchs, à plus s'informer sur le ping, à plus avoir l'habitude de commenter. Et je pense que Tanguy Le Sevillier pourra devenir une des voix du ping en France, et même la voix du ping donc dans les prochaines années, comme ce sera l'équipe qui diffusera le circuit jusqu'en 2028. Et moi, je pense que vraiment, ça va être un commentateur que je vais apprécier. Et j'espère que ça va devenir le commentateur phare de l'équipe. Parce que justement Benoît, avant de parler de Benoît Cosset, attention, désolé, on se calme, on se calme. Non, ce que je voulais dire aussi, avant de parler de Benoît Cosset et de tous mes points négatifs, il forme, et je vais reprendre Foucault parce qu'il n'est pas là avec nous, mais il l'avait tweeté, et on en avait un peu parlé sur le groupe, mais il forme un très bon duo avec Laura Pfeffer. Et encore une fois, c'est en rodage. Tristan Le Sevillier, c'est en rodage. Et RMC, ça a été en rodage pendant plusieurs mois. Oui. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que ça fasse des étincelles dès le début. Maintenant, Tristan Le Sevillier, il y a de très bons débuts. Pour moi, c'est très prometteur, vraiment. Et puis, comme je l'ai dit, duo avec Laura Pfeffer, très bon duo. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'ils la relancent bien, qu'ils arrivent bien à discuter, à converser, qu'il y a une belle alchimie entre eux deux. Petit point à demi noir. Point demi-négatif, avant que ce soit mes vrais points négatifs. Tristan Flore, j'aimerais un peu plus d'enthousiasme de la part de Tristan s'il nous écoute. Parce que pour moi, tactiquement, sur tout ce qu'il apporte, c'est quasi irréprochable. Quasiment, même si à certaines fois, il pourrait expliquer avec des termes un peu plus simples pour des non-pongistes. Mais franchement, j'ai pas grand-chose à dire sur ce qu'il dit tactiquement, ça. Mais s'il peut être un peu plus dans l'émotion. Pour certains points, on a des points de dingue sur certains matchs et sur lesquels je n'entends pas Tristan. J'aimerais qu'on ait juste une petite réaction. Voilà, un peu plus d'engouement un peu pour Tristan Flore, un peu plus d'émotion, qu'il le fasse ressortir un peu plus, qu'il soit un peu plus expressif au niveau de son commentaire. Ce serait bien. Après, ça, c'est moins grave dans le sens où on peut moins reprocher de choses pour moi un consultant qu'un journaliste. Et puis, lui comme Tanguy finalement, même si c'est 2 cas différents, pourra travailler ça et va le travailler, j'en suis certain, tu vois. Donc maintenant les points négatifs. Attention. Alors, on a eu quand même quelques matchs, notamment si je dis pas de bêtises le 2e jour, donc le jeudi, sans consultant, ou le vendredi, le jeudi des matchs sans consultant. Et ça m'embête beaucoup parce que Tanguy, comme j'ai dit, je l'aime beaucoup, mais Tanguy tout seul, j'aime moins. Et pareil, et même si tu vois, j'aimais beaucoup RMC, Lému, j'aime beaucoup, Lému tout seul, j'aime moins. Oui. Florian Marlière, j'aime beaucoup. Florian Marlière tout seul,
j'aime beaucoup moins, tu vois. Du coup, c'est ça aussi, c'est que ils sont même ils seraient très bons, il manque cette expertise, cette analyse tactique qui soit fine, tu vois, ce regard sur le jeu au niveau tactique, technique, etc. Et il m'a manqué Laura Pfeffer, il m'a manqué Tristan Flore sur les matchs sans consultant. Et même alors que je pense que toi comme moi, comme Foucault, comme Pierrick, comme beaucoup qui écoutent ce podcast ou qui sont amateurs de ping, on s'y connaît bien. On aime toujours bien à la fois être éclairé par le commentateur, enfin par le consultant sur certains points, mais aussi, même si là on n'a pas du chat, pouvoir confronter nos idées aux siennes, tu vois, et se dire ah non, moi je pense qu'il a fait ça pour ça, moi je pense qu'il aurait plutôt dû faire ce geste ou plutôt faire un pivot à la place de son revers, etc. Et pouvoir se faire comme une limite, j'ai envie de dire entre guillemets une fausse conversation avec le consultant, tu vois, de Oui. penser et de justement, comme je t'ai dit, de confronter les avis sans pouvoir réellement faire, parce qu'évidemment on passe pas l'entête. Deuxième point négatif, on a eu le problème, c'est que comme certains matchs sont vraiment mis en avant par l'équipe, donc par exemple le match de Félix contre Arimodo, on a eu le Koeman, le quart de Koeman sans aucun commentaire. Koeman numéro 3 mondial. Et je pense, j'ai même envie de dire j'espère que Tristan Flore regardait, enfin oui j'espère que, et même j'espère que Benoît Cosset et même tant Ou j'ai une solution. Ou j'ai une solution, à la limite, laisser le feed de la WTT à la limite. Voilà, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a le feed, il y a les... On a le droit de voler les commentaires de Je sais pas, c'est une question, justement. Je suis pas spécialiste, je sais pas. Dans ce cas-là. Dans le sens où, bon, après, on n'est pas tous à maîtriser l'anglais, mais encore une fois, c'est vrai que c'est toujours un petit peu pour des gens qui arrivent sur l'équipe live et il y a pas de commentaires, c'est vrai qu'ils se doivent se dire, mais bon, bah, c'est quoi l'événement? Encore une fois, hein, bon, c'est le premier tournoi de la saison. Pour Tristan, il le manquait aussi chez Cosset, chez Tanguy, chez Laura, chez tout le monde, comme on n'avait pas de commentateur. Ouais. C'est quand même un quart de Champions avec la numéro 3 mondiale actuelle, contre Miyu Nagasaki, qui est pareil, top 15, qui avait réalisé une belle perf en juste une question. Juste une question, tu l'avais vu sur l'équipe live, ce match-là? Ouais, il y avait l'équipe de Choc, si je dis pas de bêtises, sur la 21. Parce que je sais que des fois, je l'avais vu sur d'autres événements, des fois ils sont pas sur les mêmes cabines, etc. Entre le direct, etc. Voilà, je pose ça comme ça. Si des gens à la limite en commentaire ont un peu plus de connaissances sur l'équipe là-dessus, il y a pas de souci, parce que c'est vrai que c'est un peu dommage qu'il y ait pas de commentaires pour quand même comme la dernière finaliste quand même des finals de fin de saison. Et puis même Nagasaki, c'est top 15, ça a battu Mimaito, tête de série 8 au premier tour, Sabine Winter qui est plus qu'en forme au second tour en 8e, donc voilà, un peu dommage. Troisième point négatif, je vais commencer à m'attaquer, désolé, c'est un peu frontal, aux journalistes, consultants, etc. Aux journalistes plutôt. La présentatrice qui présente souvent les directs, mais Saoud Benterki passe encore. Franchement, passe encore. Parce qu'il a cette certaine bonhomie, cette certaine sympathie au micro. On voit qu'il n'a pas forcément toutes les connaissances requises, mais qu'il connaît son texte. Il connaît son texte et au moins, il veut pas dire de bêtises, mais sans non plus qu'il se montre ignorant. Alors que tu vois, la présentatrice de l'équipe, on voit qu'elle a aucune connaissance et on a l'impression qu'elle en rigole. Mais en fait, j'ai pas vu son nom, mais t'es journaliste, informe-toi. Et au même titre, et c'est peut-être pire, parce que finalement, elle diffuse l'événement, mais au même titre que Léa Salamé sur certaines questions, en fait, quand ils étaient passés dans le JD. Oui. T'as pas travaillé ton interview. Là, pareil, tu as passé. C'est que t'as 45 secondes de temps d'antenne avant de passer la main à Benoît Cosset et Tristan Flore. Et Benoît Cosset, quoi qu'on en dise, il a taffé son événement. On peut ne pas aimer. Oui. Et je vais dire, moi, j'ai pas aimé le commentaire de Benoît Cosset. Je vais le dire dans 15 secondes, dans 30 secondes peut-être. Mais j'ai pas aimé son commentaire. Mais au moins, il travaille bien. C'est un bosseur. Il a bossé, tu vois. Et là, sur ce point-là, il est irréprochable.
la présentatrice de l'équipe, à un moment, je me souviens, il était sur le plateau de, je crois, l'équipe de choc avant le match de Félix ou avant un autre match, et elle dit ah, j'ai demandé à Benoît Cosset de deux trois infos ou quelque chose comme ça. Mais les infos, tu vas les chercher toute seule, tu vas chercher sur les joueurs dont tu vas présenter le match, les joueurs et les joueuses, enfin, et même, je sais pas, et c'est peut-être moi qui suis fou, hein, finalement, mais, non, mais, t'es présentatrice tu te présentes la première chaîne de sport en France. Tu peux faire, je sais pas, hein, mais un entretien d'une heure ou une demi-heure avec Laura Pfeffer ou Tristan Flore, où tu lui dis, explique-moi les bases. Tu vois? Au niveau technique. Au niveau technique, les bases. Genre, Ouais. ce que c'est qu'une poussette, un top, ce que c'est que les différents services, les bases techniques. Tu m'expliques après au niveau du format de la WTT en général, donc la hiérarchisation des tournois. Tu m'expliques qui sont les meilleurs joueurs du monde actuel, la place des Lebrun réellement, pour qu'ils la comprennent, parce qu'il y en a certains, on a l'impression qu'ils savent pas, enfin elle en particulier, j'avais l'impression qu'elle ne savait pas vraiment quel était le niveau des Lebrun, où est-ce qu'on pouvait les placer. Et en fait, ça fait un peu à charge, mais c'est qu'on a l'impression, tu vois, que sur RMC, on était dans notre petit cocon, c'était un peu la famille du ping, tu vois, même si ça a aidé à grandir énormément le ping. Bah, t'avais l'ému, Florian et Gauthier. Il y a eu un peu Sacha Alix au début, mais en gros, ils ont été 4 commentateurs, avec Gauthier qui est venu sur la fin et Sacha qui était là au début. Donc globalement, 2 plus 1 au début, plus 1 à la fin, et des consultants. Donc forcément, il n'y avait pas besoin c'était c'était pas limité en termes de connaissances, mais c'était limité en termes d'effectifs, tu vois. Et là, le problème, c'est que quand tu rajoutes de l'effectif, et ben forcément, si tu vas pas abonder en connaissances, leur donner ces connaissances, que ces personnes ne vont pas aller chercher d'elles-mêmes, sinon ces connaissances, et ben forcément, tu perds en connaissances sur la moyenne. Parce que Oui. s'il y a plus de gens qui sont sur le pont pour des matchs, qui à la présentation, je parle, parce que si les gens qui faisaient les résumés des RMC, ils avaient aucune connaissance en ping, c'est pas grave, hein, tout le monde sait reconnaître les meilleurs échanges d'un match, tu vois. Oui. Maintenant, ceux qui sont à la présentation et qui commentent, s'ils n'ont pas ce minimum de connaissances, ça va être compliqué pour moi. Et dernier point négatif, et je le dis en dernier parce que c'est peut-être celui qui va être le plus long, même si c'est pas pour moi le pire des points négatifs, parce que ne pas avoir des commentateurs ou ne pas avoir des consultants, ou que la présentatrice ait un manque de connaissances, c'est plus déplorable que le commentaire de Benoît Cosset. Moi, le commentaire de Benoît Cosset, franchement, c'est pas loin d'être insupportable, quoi. Et Ouais. en fait, c'est tous les poncifs et tous les stéréotypes du commentateur sportif connoté journaliste qu'on n'a pas envie de voir, en fait, tu vois, et qui font que aujourd'hui on a énormément de jeunes qui vont se tourner vers du streaming, tu vois, qui font que il y a pas mal de gens qui ont aimé ce qu'a fait les Mus et toute la bande sur RMC, tu vois, qui font que t'as pas mal de jeunes, encore une fois, qui vont préférer regarder un match de Saudi Pro League sur un live de Zach Nani qu'un bon match de Ligue 1. Et même, je dis une bêtise, hein, mais je pense qu'il y a certains lives de Zach Nani avec de beaux invités aux commentaires et deux belles équipes qui s'affrontent, qui seront plus regardées que des belles affiches de Ligue 1, sans que ce soit non plus des chocs, pour cette raison-là. Et là, le commentaire de Benoît Cosset, qui va toujours dans des envolées, qui a toujours les mêmes expressions pour qualifier un point qui est beau, sans plus, ou qui est, Oui. qui a un point, tu vois, et j'ai l'impression que c'est très répétitif. Quel point, 10 fois par match. Ça banalise en fait après derrière extraordinaire. Tu vois, et puis surtout que c'est parfois sur des points qui ne sont pas très extraordinaires, ils sont pas vraiment extraordinaires. Et puis c'est pareil. Un match de ping, c'est une partie d'échecs. Je l'ai entendu combien de fois, Dame? Oui, j'ai entendu pas mal de fois et pourtant je m'en excuse, j'ai pas pu voir tout en direct parce qu'il y a pas mal de choses à faire durant la fin de semaine. Mais oui, c'est une part d'échec, oui. Bon, oui, ça on en parle entre nous. Je fais de temps en temps sur X des parties.
Mais bon, ça reste quand même un sport où il faut quand même être techniquement plus fort que l'autre. Hein. Des fois, il y a des joueurs qui gagnent des matchs sans être incroyables justement sans ce jeu d'échecs, mais juste parce qu'ils sont plus forts. Bon, voilà, le jeu d'échecs, c'est bien de l'appréhender comme cela parce que ça montre que c'est pas qu'un sport facile à faire. Il y a des choses intéressantes à observer. Mais bon, le répéter à tout bout de champ, au bout d'un moment, presque, ça le banalise, en fait. Ça banalise l'aspect, et au bout d'un moment, en fait, on se dit, bon, bah, le ping, c'est juste un jeu d'échecs. Non, ça peut être aussi un sport spectaculaire où il y a des tops de chaque côté, et où là, le cerveau, il est débranché, et là, on est sur, on veut marquer le point, quoi. Donc, ouais, c'est vrai que ça faut éviter les redites, quoi. Et le téléjoueur français, par exemple, parce que c'est peut-être le dernier que j'ai entendu, où il y a dû avoir Félix, enfin, c'est celui qui m'a marqué. Et Pritika, on sait que elle aime énormément la tactique. Elle aime quand on lui pose des problèmes et arriver à les résoudre. Tu vois, en fait, celui-là, il m'a marqué parce que Pritika, elle jouait ce match-là contre la numéro 2 mondiale, meilleure joueuse du monde actuel. Mais on sait que Pritika, elle aime la tactique. Non, mais non. Oui. Et puis, il y a toutes les sauces, quoi, pour Félix, pour Alexis, pour Simon. Mais en plus, la tactique, c'est peut-être un truc pas qu'on n'aime pas dans le ping, ou que certains joueurs n'aiment pas, mais où tu le fais parce que tu as des schémas de jeu, mais c'est pas forcément quelque chose qui te plaît, tu vois. Aimer la tactique. Il faut le caractériser. Surtout, il faut le caractériser. Parce la que... tactique, tu vois. Oui, mais il faut le caractériser, surtout. La tactique. Non, c'est pas qu'on n'aime même pas, il faut surtout le caractériser, parce que quand on dit, elle aime la tactique, ça veut dire quoi? Enfin, c'est quoi la valeur de cette phrase, en fait? C'est la tactique, c'est quoi? Parce que, par exemple, une tactique, c'est service bombe et j'attaque la balle qui arrive, hein. Mais c'est une tactique. C'est peut-être pas le plus beau, c'est peut-être des fois très énervant. Ça peut être une très bonne tactique. Si tu gagnes les matchs comme ça, si tu gagnes 90% de tes matchs comme ça, c'est une très bonne tactique. Encore une fois, la tactique, c'est pas nécessairement que les problèmes réseau, c'est aussi, c'est amener le problème à l'autre, mais c'est aussi s'amener un confort. Et pas nécessairement, j'ai presque envie de dire, on préfère même des matchs. Alors, on prend du plaisir quand il y a des matchs serrés, etc. Mais on en prend quand derrière il y a un objectif, vraiment un gros objectif, et que on appréhendait cet événement-là, et cet événement-là, il arrive. Mais pour un deuxième tour, on préfère davantage, quand on est joueur, on préfère davantage que le match soit simple et où tout ce qu'on a voulu mettre en place se mettre en place. Mais en soi, on n'aime pas là je viens de me prendre un top en ligne de Wang Banyu. Ah, j'adore ça va me permettre de me concentrer. Voilà, encore une fois, je pense que c'est le sens des mots. Il y a du rodage, pour être un peu plus sérieux. Il y a du rodage à faire pour l'équipe, ça c'est clair, et ça j'en étais conscient. Et puis pour les défauts, encore une fois, je veux pas, voilà, j'ai peut-être le bon rôle là-dessus, et toi, voilà, je suis d'accord avec toi là-dessus, et il faut, voilà, encore une fois, les phrases ont un sens, et il faut le caractériser. Et une importance aussi. Mais une importance aussi. Ça fait perdre de l'importance et de la valeur quand quand chaque match est une partie d'échecs. Quand chaque point est exceptionnel, dès qu'on a un beau point, parce que ça arrive quand même d'avoir des beaux points, c'est pour ça qu'on regarde ce sport. Et ça fait perdre de la valeur aussi quand chaque match est un choc, quand chaque match va être magnifique, quand chaque match s'annonce sensationnel, tu vois. Et il n'y a pas assez pas de retenue, mais de justesse, en fait, dans son commentaire à Benoît Cosset. Et moi, ce qui m'embête, c'est que, comme tu l'as dit, toi, t'as plus regardé que moi j'ai un peu regardé. C'est la même chose sur les fléchettes. En fait. Oui. On avait l'anecdote. On avait l'anecdote. On avait l'impression, avec les commentaires de Benoît Cosset. Après, je ne trouve pas. On avait l'impression que tous les joueurs avaient des problèmes psychologiques et mentaux récemment. Quoi. On a l'impression qu'on joue aux fléchettes, on a des problèmes mentaux, alors que il y a d'autres manières et puis surtout les problèmes qui étaient dit, c'était pour des affaires extra fléchettes, et j'avais l'impression que tout était un peu englobé. Voilà, le sport, de toute manière, c'est quelque chose d'important, et que ce soit des fléchettes, du tennis de table ou du foot, ou les sports les plus athlétiques comme le cyclisme, la boxe, etc. Tout a une importance, et tout est difficile à gérer psychologiquement. Mais c'est vrai que pour des événements comme les fléchettes, où c'est un événement, après, à juste titre, ce qui est bien peut-être, c'est qu'il a voulu amener une personnalité dans le commentaire, mais par moment, des fois, je pense aussi qu'il y a besoin de calmer un petit peu les esprits, et profiter du moment aussi. Je dis toujours que quelqu'un qui vit l'instant, quand on le vit avec lui, et quand c'est naturel,
même si on n'a pas la voix exactement. on n'a pas la voix la plus, encore une fois, la voix c'est biologique, on a des cordes vocales, etc. On n'a pas tous une voix qui capte, mais de par l'intérêt qu'on porte et de par la précision qu'on amène du sport qu'on commente, etc. Et puis après, il y a l'aspect émotion, mais l'aspect émotion, elle vient sur l'importance, la qualité du point, sur l'importance aussi du match aussi. C'est clair qu'on aura moins d'émotions dans un premier tour de Champions qu'une finale de ce match ou une finale de championnat du monde. Donc c'est normal qu'il y ait une graduation là-dessus. Donc à voir. Pour moi, j'en attends encore d'autres. C'est du rodage. Et puis on connaît les personnalités. Moi, je suis un tout petit peu moins sévère, mais encore une fois, je l'ai été aussi. Donc ça se trouve dans 2 mois, ça va être plutôt moi qui vais être sévère ou que ce soit. Mais voilà, bon, on verra. Mais en tout cas, je voulais juste rajouter cette phrase, et je paraphrase un petit peu Félix Lebrun d'ailleurs, on vous invite encore à écouter cette interview, mais très clairement, il y a aussi, en fait on est exigeant parce que c'est vraiment quelque chose d'historique pour le ping français, pour le ping tout court, parce que là on est quand même sur un média où il y a des audiences, ils ont encore communiqué sur des audiences pour le biathlon, etc., où on dépasse les 500 000, 600 000 téléspectateurs, et on se dit pour un grand événement de ping, et on espère que nos Français répondront présent, mais ça serait immense ça serait immense pour notre sport. Donc c'est très important, et c'est pour ça que on peut paraître sévère là aujourd'hui, mais c'est clair que c'est quand même un jour très important pour le ping, et c'est normal que pour quelque chose qui est important, on veut que ça soit qualitatif et que ça soit bien. Et tu vois, pour juste terminer sur l'équipe avant qu'on passe à sous-classé, sur-classé, parce que on a déjà lancé. Bien sûr. Il y a plus d'1 heure, il faut qu'on conclue. Mais déjà sur Benoît Cosset, moi par rapport au fléché, j'ai pas autant regardé que toi, donc les trucs problèmes mentaux et tout, je j'appuierai pas dessus parce que j'ai pas vu tout simplement. Mais moi j'ai en tête, il défonce la table après qu'il a juste mis 3 coups de poing dans la table après une défaite. Enfin, faut se calmer des fois. Mais bon, il est peut-être trop dans l'émotion. Après au moins ça fait la balance avec Tristan Flore. Mais s'ils arrivent tous les deux à se régler sur un bon niveau d'émotion, et on voit aussi que Benoît Cosset, tu vois, justement, il connaît les mots, il connaît les expressions, pour la plupart, mais que parfois il s'emporte, en fait. Et du coup, dans le choix des mots, il est moins bon qu'il ne pourrait l'être. Et par contre, même si j'ai pas mal critiqué Benoît Cosset là, sur ces dernières minutes, ce que je veux pas enlever, c'est que lui, et comme Tanguy Le Sevillier, même si je trouve que Tanguy est meilleur, eux deux, travaillent vraiment, alors que la présentatrice, ça m'embête un peu plus, tu vois. Et eux deux travaillent vraiment, et je me dis que Tanguy, parfois il doit finir sa phrase et dire merde, j'aurais dû la dire comme ça, ou j'aurais dû utiliser cette expression de plongiste là, tu vois. C'est un rodage. Oui, vu que c'est un rodage. Alors que Benoît Cosset, je me demande si en fait il est dans son élément, tu vois. S'il se sent à l'aise quand il commente. Non mais c'est pas ça paraît peut-être méchant, mais en fait je me demande est-ce qu'il est vraiment à l'aise dans le sens où est-ce qu'il sent pas, est-ce qu'il est pas un peu crispé, tu vois? Et parce que moi je pense que Benoît Cosset et je vais pas dire qu'il est catastrophique, tu vois. Pour moi, je te dis, il y a de bonnes choses au commentaire, il a les expressions, il a les connaissances sur les joueurs, il a bien préparé ses matchs, il essaie d'être dans l'interaction avec Tristan. Donc pour moi, il y a peut-être trop d'émotions. J'aime pas trop le ton. J'aime pas le fait qu'il utilise certaines expressions à mauvais escient, mais c'est pas non plus la cata, quoi. Tu vois. Non. Et puis, comme on disait en préambule, c'est quelqu'un qui bosse, qui connaît ses sujets, qui s'informe. Ça, il y a zéro problème, et tout crédit d'ailleurs à ça, parce que on va dire que ça reste des basiques, mais d'un autre côté, il fait plus que les basiques, dans le sens où il prend connaissance des personnes. Moi, je l'avais connu au championnat des fléchettes. Moi, j'ai appris aussi à connaître des gens aussi via Benoît Cosset. Donc, il n'y a pas que du mal, encore une fois, et notre exigence, elle vient aussi du fait qu'on était un peu inquiet, on va être honnête, mais en même temps excité, dans le sens où c'est comme un grand média qui retransmet le sujet de notre podcast. Donc, je te dis, j'ai peur qu'il ne se sente pas à l'aise et qu'il n'arrive pas justement à sortir de ça. Maintenant, on verra sur le long terme. J'espère, et de tout mon cœur, qu'il me fasse mentir et qu'il me montre que il avait juste besoin justement d'être en rodage sur ce sport également,
qui fasse plus de compétitions. Parce que, comme on l'a dit, si tu fais un championnat d'Europe ou un match de Ligue des Champions tous les 4 matins, enfin même pas tous les 4 matins, mais plutôt tous les 4 mois, une compétition de fléchettes par an, évidemment tu vas pas être au point, tu vas pas être à ton meilleur niveau sur ces deux sports. Tu vas être à un bon niveau sur tous les sports, mais pas un très bon niveau sur un ou deux sports en particulier ou sur tous les sports. Alors que là, s'ils commandent toutes les compètes, j'ose espérer, et même je pense que c'est possible, qu'on aura, pour ça j'en suis quasiment sûr, je veux pas trop jeter le fleur, mais on aura un très bon Tanguy Sauvillier, et Benoît Cosset, j'ai vraiment très bon espoir qu'on ait un Benoît Cosset qui pourrait être un vraiment bon commentateur, même si j'ai pas beaucoup aimé sa performance en termes de commentaires purs et durs sur le Champions de Doha. Moi, je dis la phrase, on verra bien. On verra bien. Exactement. Bon, donc si tu le veux bien, on peut passer au sous-classé, surclassé, très rapidement, parce qu'on a déjà bien dépassé. Quand on est à deux, je pense qu'on se répète beaucoup, donc on dit plus de choses. Enfin, on dit plus de choses que quand on a plus de temps de parole que quand on est à trois. Donc on va commencer tout de suite. Je te laisse sur Ying Han, qui donc a été classé, avec la mise à jour du classement, a pris 4 places, a été 22e mondial, maintenant elle est 18e mondial, donc avec 1625 points, deuxième européenne, juste derrière elle talonne Sabine Winter qui a 1762 points, 17e mondial. Voilà, 2 Allemandes dans le top 20, deux européennes dans le top 20, et donc avec sa demi-finale à Doha, elle se classe ici après sa perf contre Chen Yi, donc qui était 8e au moment de commencer Doha et qui est toujours 8e, et Wang Wenyu qui est 2e mondial. Donc voilà, 2 énormes perfs et une défaite en demi-finale pour Ying Han qui est aujourd'hui 18e mondial. Damien, surclassé ou sous-classé? On t'écoute. Non, moi je dirais c'est son classement, on va dire top 20, dans le sens où c'est une joueuse quand même qui je trouve est très intéressante à analyser, je trouve, parce que elle a des schémas de jeu qui sont vachement variés via sa plaque rouge, donc en tout cas sa plaque avec son picot court. Il y a cet aspect je trouve où elle varie un petit peu les services. C'est une bonne joueuse. Moi, je dirais globalement que elle n'a pas le coup droit, la puissance et l'athlétisme d'une Sabine Winter, mais c'est une joueuse qui est top 20. Non, moi je dis entre 18, 22. Il y a aussi la question des points continentaux. Je sais pas vraiment, je me rappelle plus ce qu'elle avait réalisé au top 16 l'année dernière. Points continentaux, top 16, elle le gagne. Donc, elle le gagne, ouais. Maintenant, c'est quand même 500 points. Maintenant, dans ces 8 meilleures perfs, on a une fois 20 points, une fois 40 points et une fois 90. Ouais, c'est ça qui est toujours difficile à attribuer au classement, parce que il y a toujours. Comme on l'avait dit je crois que c'est l'épisode des prédictions, cette année on a 2 compétitions individuelles sur le circuit continental. Oui, en plus. Europe et top 16. Oui, exact. Moi, en tout cas, en faisant abstraction de ça, c'est quand même une chose qui a quand même au niveau du tournoi qu'elle a réalisé. C'est quand même une joueuse, c'est une des meilleures européennes, c'est peut-être la 2e meilleure joueuse européenne aujourd'hui derrière Sabine Winter. Donc je dirais que elle est classée normalement. Ouais, pour moi pareil, on va dire classée irrégulière, parce que quand je te dis que dans ces 8 meilleures perfs, il y a 20 points sur un premier tour de Smash, 40 points sur une phase de poule en Coupe du Monde et 90 sur un premier tour, sur un 16e de championnat du monde. Bon, et que là, elle fait demi de Champions en faisant ces 2 énormes perfs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est classée régulière, elle mérite son top 18, 2e européenne évidemment, quand en plus elle a, comme on l'a dit, elle a remporté le top 16, titre qu'elle remettra en jeu donc mi-février de cette année. Donc ce qui peut être une compétition assez intéressante. Ça pourrait être sympa une finale à Nink Sabine Winter, mais ce serait une finale germano-allemande. Donc évidemment pour moi elle mérite le classement, mais avec un peu plus, j'ai envie de dire, en fait c'est très compliqué parce que j'ai envie de dire avec un peu plus d'irrégularité, elle pourrait être classée beaucoup plus haute, ce qui semble évident au vu des perfs que je viens d'énoncer. Maintenant, de dire un peu plus d'irrégularité pour une joueuse de 42 ans, c'est limite culotté de ma part, tu vois. Oui.
Donc, C'est déjà fort. Voilà. Déjà fort d'être là. C'est déjà énorme ce qu'elle fait. Donc, Ouais. maintenant, si elle veut avoir la régularité et le niveau qu'elle a eu sur Doha, je pense qu'on est tous preneurs. Hein. Elle la première. C'est sûr. Maintenant, Oui. oui, c'est déjà exceptionnel ce qu'elle fait aujourd'hui. Surtout après, c'est 2 ruptures du tendon d'Achille. Oui. Non, ou des croisés. C'est les croisés qui a cet effet. Je dois avouer que je suis malheureusement pas, j'ai pas les rapports médicaux des joueurs et des joueuses, malheureusement. C'est pas mon point fort. Mais oui, elle a eu des gros soucis physiques en tout cas, ça c'est clair. Donc, je te proposerai une deuxième joueuse féminine après. Mais je voulais te proposer un homme. Ouais, c'était Zhu Qiao que j'avais envie de te proposer. Ah. Une grosse perf contre Han Ye-yoon, victoire 3-1 au premier tour. Et puis après, en huitième, défaite 3-1 contre Harimoto, alors qu'il avait livré une assez bonne prestation. Franchement, sur tous les sets, le joueur qui a perdu le set est arrivé à au moins 9 points en fin de set. Donc ça fait 12-10, 11-9 pour Harimoto, 11-9 pour Onsu et 11-9 pour Harimoto. Il était classé 40 avant la compète et maintenant il est classé 36. Il a donc pris 4 places. 754 points au classement. Damien. Il est 1, 2. Il est 5e chinois. Ouais, il doit être 6e chinois. Ouais. Donc, Oui. à quelle place tu le classes? Sous-classé ou surclassé? C'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est vrai qu'avec une telle densité, Pardon. ouais, 6e. Ouais. Top 35, donc là je dirais, je pense que c'est quand même un joueur qui est plus haut, qui est plus haut que 35 en termes de niveau. 36, ouais, pardon. C'est un top 20, top 25. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui est déjà qui a une explosivité assez incroyable. Moi, il me rappelle un petit peu Zhang Peng. Alors, c'est pas les mêmes joueurs, mais il me rappelle un peu Zhang Peng dans ce qu'ils savent faire et dans les zones de jeu où ils sont un tout petit peu moins à l'aise. Après, encore une fois, j'ai pas assez de retours sur Zhu Qiao pour vraiment définir. Mais pour moi, si par exemple il y a un match entre Chen Wanyu et Zhu Qiao, je ne vais pas dire qu'il y en a un qui est largement supérieur à l'autre, parce qu'il a des qualités hors normes. Sur le match face à Harimoto, franchement, vu le niveau d'Harimoto quand même, qui était quand même globalement très bon sur ce tournoi, il a quand même fait une belle prestation. Ouais, il lui a posé vraiment des problèmes. Après, encore une fois, c'est sur un match. Donc voilà, moi je pense quand même que le fait qu'il est 6e de la hiérarchie fait que pour les Champions, etc., pour tous les tournois, c'est compliqué. Donc je pense que s'il était d'une autre nationalité et qu'il était au contraire 2e ou 3e de la hiérarchie, et qu'il aurait donc ces places-là dans ces compétitions-là, oui, c'est globalement, c'est un joueur du top 20-25 mondial sans problème, Zhu Qiao. Donc sous-classé. Ouais. Donc je voulais juste préciser avant de parler de Zhu Qiao, ce que j'ai vérifié, c'est bien 2 ruptures, pas consécutives, mais 2 ruptures dans sa carrière du tendon d'Achille pour Ying Han, dont une assez récemment. Ah oui. Donc au niveau de concernant Zhu Qiao, pour moi évidemment c'est sous-classé. Ça a été une très bonne opportunité qu'il a su saisir de jouer Champions, parce que même si ça paraît pas grand-chose, mine de rien, il a gagné 4 places, comme je l'ai dit. C'est sa 4e meilleure perf sur les 12 derniers mois. Ce 8e de Champions qui lui rapporte 80 points. Donc ça lui permet de se placer 36e. Après, vu les bêtes qui sont devant, c'est peut-être un peu décourageant d'aller s'aligner sur des compétitions WTT. Non mais tu vois, j'y pense un peu et je me dis que comment il pourrait rattraper. Surtout que maintenant il a un âge qui est pas avancé, mais c'est pas un âge où t'es plus à ton meilleur niveau. En tout cas, il est à son meilleur niveau, mais il est pas en progression non plus. Le Zhu Qiao, tu vois. Je sais pas s'il pourra rattraper Chen Wanyu qui lui est dans la vingtaine, enfin dans le début de la vingtaine, Chen Wanyu qui a 20 ans, enfin qui va avoir 21 ans cette année. Zhang Peng pareil, jeune joueur. Puis après t'as le trio de tête, Wang Chuxin, Lin Xilong, Liang Jingkun. Enfin voilà, ces 5 joueurs-là, je sais pas comment ils pourraient les rattraper. Quand tu vois les quotas de champion chez deux Smash, bon, c'est décourageant. Donc, oui, il mérite plus que 36.
Maintenant, est-ce qu'il fera plus que même top 30 cette année? Je m'avancerai pas là-dessus, hein. Je mettrai pas ma main à couper. Oui. Ah non, mais réellement, oui. C'est ça qui est complexe. Moi, quand je disais 20-25, c'est vraiment sur le niveau intrinsèque du joueur. Après c'est clair que sur la réalité du circuit. Derrière aussi en plus jeune. Ouais, pardon. Oui. Oui, complètement. Non, mais t'as raison de préciser. Parce que quand tu vois Chen Jun-sung, qui lui est jeune, Wang Guziang de même, Wen Ruibo, pareil. Et puis ça fait déjà 3. Il va vraiment se faire concurrencer par ces joueurs-là qui vont prendre les commandes en tout cas de la Chinese National Team dans 5-10 ans, grand max, qui vont commencer à remplacer les joueurs qu'on voit évoluer aujourd'hui, qui vont être les piliers de la CNT dans pas si longtemps. Donc lui finalement il n'a pas su assez se démarquer finalement pour être dans les meilleurs joueurs du monde à cause des quotas imposés aux nations par la WTT. Hein. Donc dernière joueuse plutôt pour ce retour de la rubrique sous-classé surclassé. J'avais envie de te proposer Miyu Nagasaki. Ouais, Miyu Nagasaki dont on a un peu parlé. Elle perf aujourd'hui face à on l'a dit, elle perd face à Mima Ito, 9e mondiale au moment du Champions de Doha. Elle a battu Sabine Winter, ça qui était sur une très bonne dynamique, 3-2 à la belle. Et elle avait déjà perf, 2 fois consécutivement, donc, contre Mima Ito au Finals. Oui, aussi. Avant d'être défaite par Sonic Sha. Donc, Miyu Nagasaki, pardon, je t'ai pas donné son classement. Comme j'ai dit tout à l'heure, 15e mondial, 2110 points. Je dirais Satsuki Odo. Ok, et dans la hiérarchie des joueuses japonaises, elle est combien à peu près? La hiérarchie des joueurs japonaises. Alors, je te donne ça tout de suite. La première japonaise, évidemment, c'est Miwa Harimoto, 7e. Oui, bien sûr. Après, ça s'enchaîne. 9, Mima Ito, donc elle a battu 2 fois consécutivement Doha et Finals. Ayata 10, Hashimoto 11, 13 Shizuna Odo, non. 14 Satsuki Odo et 15 Nagasaki. Donc elle est à environ 1000 points d'Ayata, qui est 10e. Et 1100 points de Mima Ito, la 2e japonaise. Ok. Ouais, de mon côté, très légèrement sous-classé. Très légèrement sous-classé parce que c'est une joueuse qui grimpe, hein, qui monte vraiment en puissance ces derniers mois. Dans l'ensemble de ces tournois, c'est une joueuse assez agressive, offensive. Ouais, je pense qu'on la verra à peu près au niveau du classement d'Hashimoto actuellement, je pense, autour de la 10e, 11e place. Je pense que dans la hiérarchie japonaise, ça peut être pas mal. Je la vois quand même un petit peu en dessous d'une Miwa Harimoto niveau du jeu. Elle a moins de garantie, mais franchement, ce qu'elle a proposé à Doha et même au Finals, je pense que c'est quand même une joueuse qui peut largement être dans la liste des meilleures japonaises, par exemple, qui pourrait faire le championnat par équipe. Donc, ouais, il y aura une belle bagarre en Japon pour moi. Donc, mon avis, légèrement sous-classé. Ouais, pour moi aussi. Là, en fait, je regardais les dates donc de ces 8 plus grosses perfs. Et hormis, donc, en plus, c'est celle qui est l'ultime des 8, donc la moins bonne, hormis son quart de finale au Star Contender de Chennai, c'est 7 perfs donc, qu'elle a réalisé à partir du 22 juin 2025. Donc c'est quasiment que des perfs, parce que 22 juin on est à la limite de la demi-saison. C'est quasiment que des perfs qu'elle réalise sur la deuxième moitié de saison 2025, plus donc le Champions de Doha. Dernièrement, le Smash en Suède, le Smash les Finals, je veux dire. Il y a 2 Star Contenders à Ljubljana et au Brésil. Donc tout ça, c'est passé sur la deuxième partie de saison. Donc voilà, on voit qu'elle est en pleine bourre, tu vois. Ouais. Donc moi, je pense que je dirais pas sous-classé non plus, mais je dirais qu'on va voir sur les mois qui vont suivre, parce que Satsuki Odo, ça fait un peu descente aux enfers. Chez Xunyao, elle joue pas du tout tous les tournois. Shin Yubin commence à se rebiffer. Onoka Hashimoto a pas joué beaucoup de tournois dernièrement, et on sait que quand elle tombe face à une japonaise avec un soft, et ça le problème, c'est
malheureusement, Hashimoto, elle est plus forte face aux Chinoises que face aux Japonaises, comme les Patriotes ont des softs. Et non, Oui. mais c'est vrai, hein, c'est que Ah oui, jouer au complètement. tirage Mimaito, ah bah défaite. Jouer au tirage Satsuki Odo, défaite, premier tour, tu vois. Je ne regarde pas le match pour le coup. Alors que Hashimoto contre Suningsha, je regarde le match. Hashimoto contre Mimaito, pourquoi faire? Enfin, je vais voir. Oui, oui. Si c'est une exécution sur la place publique, tu vois. Ou une humiliation, allez, pour être plus gentil, c'est une humiliation sur la place publique, tu vois. Tu la mets contre un soft, une joueuse qui maîtrise parfaitement son soft en attaque. Bon. Donc, C'est complexe. c'est pour ça que, quand on voit il y a quelques joueuses qui sont un peu en perte de vitesse devant elle qui est justement en pleine bourre depuis bien 6 mois, avec une victoire, une finale en Star Contender, là, des belles perfs sur les derniers tournois avec de plus gros calibre. Donc non, et j'ai limite envie de dire que je l'attends au tournant, tu vois, sur ce début d'année. Ouais, t'as bien raison. J'ai envie de la voir et c'est peut-être une des joueuses que je vais le plus suivre sur le début d'année. Et tu vois, et c'est un truc que je fais, bien évidemment. Et des fois, tu vois, je me pose sur une session, je me mate tous les matchs. Mais là, c'est peut-être la joueuse où sur une journée où j'ai pas vraiment envie de mettre du ping, je vais me dire, ah, il y a Nagasaki qui joue. J'ai envie de regarder du ping finalement, tu vois. J'ai envie de me poser, de regarder peut-être juste un match. Je regarde Nagasaki. Après, là, malheureusement, elle n'est pas inscrite à Doha. Donc, ce sera pas pour cette semaine, même si cette semaine, j'ai bien envie de me poser sur une session entière, de toute façon. Elle n'est pas inscrite à Doha, elle n'est pas inscrite à Mascate non plus. Ça, c'est dommage. Mais, pardon. Mais ouais, j'attends vraiment au tournant et j'attends qu'elle nous fasse un beau début de saison. Et j'espère, parce que je sais pas si je pense qu'elle va s'inscrire quand même au Star Contender du Chennai afin de préparer au mieux le Singapour Smash. Mais en tout cas, j'espère qu'elle nous fera un très bon Singapour Smash et qu'elle sera au rendez-vous. Bah, on l'espère tous. On l'espère tous. Bon, en plus, c'est une joueuse vachement agréable à avoir joué. Et, comme on dit, il y a une grosse variété quand même au niveau du ping japonais. Il y a quand même vraiment quasiment tous les types de joueurs. C'est vraiment fascinant, je trouve. Donc, à moins que tu aies un mot à rajouter avant de terminer cet épisode, Damien, voilà. Pas de mot à rajouter. Comment ? Pas de mot à rajouter. Tout a été. En tout cas, j'ai pu exprimer tout ce que j'avais à dire. Damien, merci beaucoup pour cet épisode et merci à vous d'avoir écouté l'épisode si vous êtes encore là. Comme à chaque fois, je vous dis, n'hésitez pas si vous voyez ce podcast sur une plateforme de podcast, parce que maintenant on est disponible partout, Apple Music, Deezer, YouTube Music, Spotify, même des applis dont on connaissait pas l'existence et le nom avant de publier sur ces plateformes. On est présent sur partout, vous nous trouverez partout. Voilà. Donc si vous nous avez trouvé sur une plateforme, n'hésitez pas à aller vous abonner, à aller suivre nos comptes Instagram et Twitter, YouTube également, si vous voulez voir les résumés, les extraits d'interviews qu'on publie là-bas. N'hésitez surtout pas à y aller. N'hésitez pas à partager aussi à votre famille, vos amis qui s'intéressent de près ou de loin au sport et à votre club en fait, tout simplement. Si vous savez que il y a des joueurs de votre club ou en général votre club qui s'intéressent au circuit professionnel, n'hésitez pas à leur partager. N'hésitez pas à nous envoyer des commentaires aussi pour nous donner des conseils pour de potentielles améliorations, pour nous dire si vous aimeriez voir quelque chose dans le podcast, peu importe, une rubrique, si vous aimeriez qu'on interviewe un joueur en particulier, par exemple. Encore une fois, je le reprécise, si vous avez envie de débattre avec nous, de passer dans un podcast, envoyez-nous un DM sur Insta ou Twitter. On sera très heureux de vous accueillir pour un petit débat, comme ça, on vous fait participer 10 minutes, un quart d'heure, peut-être un peu plus. Vous voyez qu'avec Damien, normalement, on devait faire court, vu qu'on était que 2, on a débordé, donc pas de problème. Si vous venez, ce sera pour discuter avec nous. On se mettra pas forcément énormément de limites. Et voilà, encore une fois, merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Et n'oubliez pas de liker si vous êtes sur YouTube, ou de nous mettre une petite note et de vous abonner à notre page si vous êtes sur une plateforme de streaming. Voilà, merci à tous, merci Damien. Salut à tous. Salut à tous. C'était Top sur Top.